Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements à Madame Pierre Guillaume, pour m'avoir permis de consulter les cahiers de dépêche d'Émile de Khératry et m'avoir éclairé sur certains faits concernant cet ascendant de feu son époux, le commandant Pierre Guillaume, l'inoubliable crabe-tambour. À Mademoiselle Pascale Mahé de la Villeglé, pour m'avoir confié des informations sur son arrière-grand-oncle, Alexandre Mahé de la Villeglé. Au regretté Bernard Leneil, l'éditeur des Portes du Large, pour m'avoir encouragé à faire raconter l'histoire au jour le jour par ces hommes et ces femmes venus de Bretagne, et qui furent plongés plus ou moins volontairement, plus ou moins contre leur gré dans la triste fournaise de ces jours de sang. Et aussi, pour avoir à travers cette immense culture qui était la sienne et qu'il partageait si facilement et si généreusement, attiré mon attention sur certains personnages, parfois secondaires, mais toujours représentatifs, que sans lui je n'aurais pas mis en valeur. À Monsieur Maxime Jourdan, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, pour m'avoir apporté sa vision, profonde et passionnée, de ce que fut la Commune, et m'avoir orienté vers des documents précis, identifiés et analysés par lui au fil de ses propres recherches, nombreuses et minutieuses, m'évitant ainsi des tâtonnements et des pertes de temps. Avec parmi ces documents, bien évidemment mes cahiers rouges, de Maxime Guillaume qui, grâce à lui, ont enfin bénéficié d'une édition intégrale inédite. À Monsieur José Bourboulon, pour avoir attiré mon attention sur le rôle de son arrière-grand-père, Georges Bourboulon, né à Morlaix et breton par sa mère. Au titulaire des droits des archives privées d'Albert Demain, d'Alexandre de Pleuc, de Louis Rossel, de la filiale française du groupe Alliance France, pour leur agrément à l'accès aux différents fonds déposés sous leur autorité aux archives nationales à Paris ou à Roubaix, fonds souvent riches de témoignages concrets sur cette période exceptionnelle de l'histoire de la France. Et à tous ceux et celles à qui j'ai pris du temps dans une recherche souvent vaine, d'archives privées inédites. Et enfin, à tous ceux et celles qui dans les centres d'archives de toute nature et dans toutes les bibliothèques, savent se rendre disponibles pour aider le mieux possible ce type de recherche. Et le ciel aussi était mort. Il y avait surtout là un branle, une force du feu si terrible, que le colossal monument en était comme soulevé, tremblant et grondant sur ses fondations, ne gardant que la carcasse de ses murs épais sous cette violence d'éruption qui projetait au ciel le zinc de ses toitures. Ensuite, c'était à côté, la caserne d'Orsay dont tout un pan brûlait, en une colonne haute et blanche, pareille à une tour de lumière. Et c'était enfin derrière, d'autres incendies encore. En quelques phrases où explosent les adjectifs les plus illustratifs et les plus expressifs de la langue française, la dimension et la force destructrice de l'incendie volontaire qui ravage la capitale en ce mardi 23 mai 1871 sont superbement brossées par Émile Zola dans son dernier ouvrage de la série des Rougon-Macquart, La débâcle. Et si la description de ce monument qui brûle de bout en bout, enflammé par le pétrole répandu par les émeutiers, et celle du Palais des Tuileries, ce pourrait tout aussi bien être repris le lendemain, pour l'hôtel de ville subissant le même sort ravageur et illuminant à son tour le ciel de Paris de ces mêmes flammes que Jean Macquart et son ami Maurice Levasseur voient monter si haut qu'elles éteignent les étoiles et que le ciel en meurt. Car ce jour-là, il ne va rien rester non plus de cet édifice emblématique du pouvoir parisien, de ce lieu chargé d'histoire qui vit en octobre 1789, descendre de carrosse Louis XVI et sa famille, enlevé de Versailles par la population parisienne affamée, et que les insurgés de 1830 défendirent courageusement face aux troupes de Charles X, cette grande salle où Lamartine fit in extremis applaudir le drapeau tricolore contre le drapeau rouge en février 1848, et ce balcon qui quelques mois plus tôt vient de servir de tribune pour proclamer un gouvernement de défense nationale sur les décombres militaires et politiques du Second Empire, ne vont plus exister. Toitures et planchers vont brûler et s'effondrer, œuvres d'art et livres précieux définitivement disparaître, dossiers et archives uniques partir en fumée, et quant aux murs eux-mêmes, trop durement mordus par la chaleur intense du brasier, ils ne résisteront pas et devront être abattus jusqu'à leur plus profonde fondation. De cet épisode tragique, de cet incendie de l'hôtel de ville de Paris, de ces flammes immenses qui détruisirent irrémédiablement tant de souvenirs individuels et collectifs, parisiens et nationaux, anciens et plus récents, un homme porte le poids douloureux d'une responsabilité sinon assurée à tout le moins forte et quasiment certaine. Jean-Louis Pandy, ouvrier menuisier natif de Brest-la-Rouge. Ce petit Brestois,
Rabelais, trapu, toujours proprement vêtu, ne fut pas le seul venu de Bretagne à Paris qui fut impliqué dans cette phase d'histoire de France, cette phase confuse et sanglante qui suivit la lourde défaite de janvier 1871 face au Reich nouvellement proclamé sous les ors de la Galerie des Glaces du château de Versailles dans une cérémonie grandiose, militairement organisée, où généraux et princes venus de toute Allemagne avaient solennellement fait allégeance à Guillaume Ier de Prusse, le victorieux. Plusieurs acteurs ou observateurs de cette aventure plongeaient leurs racines au plus profond du sol d'Armorique. Si on y ajoute quelques autres, amoureusement et définitivement séduits par la beauté des paysages et le mystère des âmes celtes, ils furent nombreux hommes et femmes de Bretagne à contribuer courageusement à la guerre franco-prussienne et au premier siège de la capitale. Puis, il y en eut qui furent communards, communeux ou fédérés, et qui participèrent de près ou de loin à tout ce qui se fit de révolutionnaire au long des rues de la capitale. D'autres furent alors versaillais et leurs actions ne furent pas moins cruelles, au contraire. Certains surent rester neutres. Quelques-uns et quelques-unes atteignirent la célébrité, louangés par les uns, honnis par les autres. À travers eux, à travers leurs souvenirs et leurs dires, c'est toute la France humiliée par la défaite militaire puis éclatée par la guerre civile qu'il est possible de voir revivre. Les plus médiatiques s'appelèrent Charles Baillet, Armand Herpin-Lacroix, Nathalie Lemel, Constant Le Moussu, Émile de Kératry, Adolphe Le Flot, Jean-Louis Pindy, Alexandre de Pleuc, Jules Simon, Auguste Trèves, Jules Trochu, auquel il est possible de joindre Louis Rossel qui bien que d'origine cévenole était né à Saint-Brieuc et y avait passé une partie de son enfance. D'autres, beaucoup d'autres, restèrent dans l'ombre ou la pénombre. Mais célèbres ou discrets, puissants ou humbles, tous se battirent pour leurs idées et leurs idéaux, certains pour l'aventure et quelques-uns pour la gloire, négligeant tous l'argent et le pouvoir absolu. Ils doivent en être respectés. Et donc, dans ces pages dédiées à leur mémoire, voici ce qui fut le vécu personnel de plusieurs d'entre eux pendant ces longs mois de tragédie, commencé dans la folie orgueilleuse de la trop fameuse dépêche d'M et terminé dans le terrible bain de sang menant à la fusillade ultime et vengeresse du Père-Lachaise, étrange et douloureux prélude à la renaissance définitive d'une république que l'Empire avait pensé pouvoir effacer et que certains royalistes rêvaient déjà de détruire. Adons les sculptures du Nantais Jean-Baptiste Debaye, prix de Rome. La marche à l'histoire. Il faut avoir le courage de reconnaître que tous, ou presque tous, avons contribué à amener la catastrophe finale. François-Marie Luzel. Il n'est pas possible de parler de la Commune de Paris, et de la guerre franco-prussienne qui la fit mûrir, sans évoquer un instant les événements, les à-coups, les actions, les prises de position des uns et des autres, qui les précédèrent l'une et l'autre pendant des mois. Alors pour commencer, remontons le temps et partons à Bruxelles, en la fin d'après-midi du dimanche 13 septembre 1868. Le groupe de Français qui quitte le Théâtre National du Cirque, après une semaine de réunion, discute des décisions qui viennent de clore ce 3e congrès de l'Association internationale des travailleurs, après celui de Genève en 1866 et de Lausanne en 1867. Pendant ces quelques jours, ont été approuvées des propositions définissant la grève bien contrôlée comme étant une nécessité dans un monde où s'opposent capital et travail, militant pour la disparition de l'armée et de la religion, réclamant la propriété collective des carrières, des mines, des chemins de fer et mettant en cause la notion même de gouvernement. Après tous ces débats, parfois intenses, ces échanges avec les collègues étrangers, britanniques, suisses, italiens et bien sûr belges, il ne leur reste qu'à rentrer à Paris pour en rendre compte à leurs amis qui les ont mandatés, et qui les attendent avec impatience dans leur local exigu et modestement meublé, donnant sur la cour du 44 rue des Gravilliers. Ils savent qu'ils seront surveillés par une police d'État qui se méfie de tout ce qui touche au monde ouvrier, mais leur conviction dans la justesse de leur cause dépasse les inquiétudes qu'ils pourraient avoir d'être poursuivis et arrêtés. Certains sont venus de province, Lyon, Rouen, mais les plus nombreux et les plus représentatifs ont été envoyés par Paris, tels le relieur Eugène Varlin et l'ouvrier ciseleur Henri Tolin. Le premier s'active beaucoup dans tout ce qui est action sociale concrète. Il a fondé, il y a quelque temps, une coopérative de consommation, la Ménagère, et plus récemment un restaurant coopératif, la Marmite, rue Larrey près de l'école de médecine, qui vend à ses adhérents une nourriture saine, abondante et surtout bon marché. L'autre est maintenant un vieux routier qui a participé à la naissance même de l'organisation,
le 28 septembre 1864 au St. Martin's Hall de Londres, dans la pure inspiration des trade unions britanniques. À 40 ans à peine, c'est un tribun exceptionnel, aux exposés clairs et nets capables d'emporter tout un auditoire hésitant, bien qu'ici les votes du dernier jour l'aient désavoué. Mais il n'est pas le seul orateur de talent, et la relève semble bien assurée. Militant de Bretagne. Derrière lui, 12 ans plus jeune et dans un autre style tout aussi efficace, il y a Jean-Louis Pandy, ce Breton un peu taiseux qui va bientôt se retrouver en pleine lumière, triste lumière, du grand drame parisien et français de cette seconde moitié du XIXe siècle. Il a quitté, il y a peu, sa ville de Brest où il est né le 3 juin 1840, pour s'installer dans la capitale où il exerce maintenant son métier de menuisier, se faisant désormais appeler Pandy. Et ainsi qu'il avait commencé à le faire en Bretagne, il milite activement au sein de l'organisation dont le séduit le principe fondateur qui, reprenant la formule de Babeuf en 1790, proclame « pas de droit sans devoir et pas de devoir sans droit » et vise à faire évoluer la condition des ouvriers en s'appuyant sur la force qu'ils pourraient représenter tous unis dans un immense réseau hiérarchisé et communicant, organisé d'une manière transfrontalière et non pas seulement nationale. Pourquoi un tel engagement politique de sa part ? Son ami d'enfance brestois Constant Ledoré, qui est déjà allé à Londres, l'a-t-il poussé à s'intéresser à un livre publié il y a 1 an sous la plume d'un journaliste engagé, rédacteur de l'adresse inaugurale de l'Est ? Bien que certains autres penseurs le critiquent, tels Blanqui et Bakounine, il est certain que la connaissance qu'a cet auteur des bouleversements qui ont secoué la France en ce XIXe siècle est bien grande, ayant lui-même vécu à Paris avant d'en être expulsé en janvier 1845 par Guizot, et y étant revenu 3 ans plus tard pour observer en direct les événements suivant la chute de Louis-Philippe. Mais l'ouvrage n'est pas encore traduit et n'apparaît donc pas sur les rayons des librairies françaises, même si à Bruxelles certains participants en ont beaucoup parlé. Et donc le déclic à l'adhésion du jeune Breton ne peut venir de sa lecture de Karl Marx et de son Capital, qui cependant le confortera plus tard. La vérité est que son milieu familial, très modeste, est pour l'essentiel dans la maturation des idées qu'il professe. Chaque jour, pendant son enfance, il a entendu les récits et les commentaires de son père, garde Chaume, sur les conditions de vie effrayantes de ces 2 à 3 000 bagnards que les geôles bretoises renfermaient suivant les saisons. Adolescent, ce père disparut, il a continué à voir ces hommes arriver aux portes de la ville, cerclés de chaînes au cou et aux pieds, brutalisés par les convoyeurs, pouilleux et crasseux de plusieurs jours de transfert dans d'invraisemblables et inconfortables charrettes, raillés et insultés par aussi misérables qu'eux. Fréquemment, il a entendu les coups de canon, le fameux tonnerre de Brest, ouvrant la chasse impitoyable aux forçats évadés. Et c'est seulement l'année de ses 18 ans qu'il a vu disparaître tous ces condamnés, écrasés par la dureté des lieux et les mauvais traitements, quand les derniers d'entre eux partirent vers Cayenne pour un sort certainement tout aussi dur, sinon plus. Quant à sa mère, domestique illettrée, il a pu constater de ses propres yeux combien le statut social de cette femme était difficile et incompatible avec une vie personnelle et familiale équilibrée, et dans quelle situation de détresse l'avait mise son veuvage précoce, trop heureux de pouvoir l'aider avec les 50 centimes de sa paye journalière d'apprenti. Et puis il y a aussi là-bas Armand Ledoré, l'oncle de Constant, un idéaliste exacerbé, un révolté de 1848, installé depuis longtemps au cœur de toutes les tentatives d'organisation des ouvriers brestois, souvent répétées et rarement réussies. Esprit brillant, conscient de sa propre valeur, mais opposé à toute méritocratie y compris celle le concernant, éternel insatisfait et contestataire, son discours souffle en permanence la revendication parmi les ouvriers civils comme parmi ceux de l'Arsenal où il a ses entrées discrètes. C'est un modèle et un idéal pour les plus jeunes, ses neveux, leurs amis, et donc Jean-Louis Pandy lui-même. Toutes ces influences marquent un homme en devenir. Et quand cet homme épouse à 21 ans, une jeune fille de son âge qui ne sait ni lire ni écrire, ni même signer de son nom, il se sent nécessairement et personnellement encore plus concerné par la situation sociale dans laquelle est volontairement maintenu ce milieu qui est le sien, c'est le fait que, en cette fin d'été 1868, la section française de ce Q', on appellera plus tard la première internationale est matraquée depuis 6 mois par le gouvernement, et que certains militants ont été condamnés à des peines de prison ferme ou des amendes, ne peut le faire reculer dans son engagement.
Il se sent prêt aux affrontements qui ne peuvent manquer de venir, et il s'y prépare avec ses camarades. D'ailleurs d'autres Bretons ou Bretonnes s'y préparent aussi. Il en connaît plusieurs. À commencer par Nathalie, une Brestoise elle aussi. À sa naissance, en 1826, son père était corroyeur pendant que sa mère tenait un débit de boissons sur la place de la Médisance où les paysans de la proche campagne venaient régulièrement vendre leurs produits. C'était un lieu de rencontre populaire par excellence dans une ville portuaire et militaire où cohabitaient et se croisaient tant d'hommes et de femmes déracinés, débarqués sans but des navires de passage, transplantés du monde rural, attirés par le mirage d'une vie urbaine plus facile ou repoussés par un milieu d'origine inhospitalier, toutes et tous à la recherche d'un contact ou d'un oubli. Avec cette double activité, la famille disposait d'une aisance relative, attestée par l'inscription du père comme électeur censitaire. Mais c'était aussi un univers social difficile, qui s'étalait sous les yeux de celle qui s'appelait encore Nathalie Duval, d. Les moyens d'existence des parents permirent à leur fille de fréquenter l'école et de bien s'instruire jusqu'à ses 12 ans, chose exceptionnelle pour l'époque, même pour beaucoup de garçons. Puis vint le temps de l'apprentissage et du travail dans le métier de la reliure, et surtout la rencontre avec son futur mari, Jérôme, épousé en août 1845, et avec lequel elle partit bientôt s'installer à Quimper, avec l'espoir de passer d'une situation d'ouvrière à celle de commerçante dans l'active rue Quéréon, au cœur de la ville. Dans cette expérience professionnelle, mêlant reliure et librairie, la jeune femme prit goût à la lecture de tout ce qui pouvait lui apporter de connaissances ou d'idées sur la situation ouvrière dont depuis sa jeune enfance, elle avait pu mesurer les difficultés. Et puis vinrent les difficultés matérielles. En 1860, le couple décida de quitter la Bretagne avec ses 3 enfants pour tenter de mieux survivre dans la capitale, toujours dans le même métier. Et voilà donc comment Nathalie est parisienne depuis presque 10 ans. Simplement, échec professionnel, pauvreté insurmontable, alcoolisme violent du mari, militantisme exacerbé de l'épouse, leur union n'y a pas résisté, et la mère assure seule désormais la charge de la famille, sans pour autant avoir abandonné ses engagements dans l'international qu'elle a rejointe dès son arrivée. Active, altruiste, douée du sens de l'organisation, tous les militants la connaissent et plus encore ceux de la Marmite, dont elle a été l'autre grande figure fondatrice. Bien que séparée de son époux, elle a gardé son nom de femme mariée et c'est sous celui-ci qu'elle va s'inscrire à jamais dans l'histoire, Nathalie Lemel. Dans un tout autre style, il y a aussi Julien Fruneau, que tout le monde appelle du Petit. Fils d'un laboureur de Puceul, petit village de 1800 habitants en Loire-Inférieure, ancien marin devenu charpentier, il a été élu délégué de sa corporation pour l'exposition universelle de l'année dernière, et à cette occasion est devenu partie prenante à la commission ouvrière qui en est issue. Individualiste convaincu, il n'est pas de ceux qui militent pour une centralisation et un resserrement du pilotage de l'association, et il entend bien faire y entendre sa voix. Il y a aussi parmi ceux qui s'investissent concrètement dans l'action de terrain et la mobilisation des énergies, le Lorientais Alexis Tanguy. Si l'idée d'organiser un banquet rassemblant un maximum de militants se confirme, il en sera et mettra la main à la pâte pour le préparer. Et puis, il y a le vieux Charles Bellet. Né à Dinan il y a 73 ans, descendant d'une longue lignée de notaires et de robins, ancien député et conseiller général du Morbihan sous Louis-Philippe, ex-représentant du peuple et commissaire de la République en Morbihan pendant la Deuxième République, il ne fait rien pour militer très formellement à l'association et y assurer des responsabilités officielles. Par principe, dit-il, car les ouvriers doivent rester des ouvriers, et donc accueillir des patrons parmi les responsables de leur organisation en dénaturerait le sens. Or lui-même a été patron, son propre fils est patron, et son enfance a été celle d'un fils de patron avec un père qui l'a initié à ce métier en l'impliquant dès ses 18 ans dans l'entreprise familiale, et en la lui confiant totalement à ses 25 ans, tablant sur sa bonne formation acquise dans l'un des meilleurs lycées parisiens, le lycée Napoléon de Paris F. Il a en son temps, c'est-à-dire de 1823 à 1834, piloté le terrible chantier dit de la tranchée de Glomel sur le canal de Nantes à Brest en Bretagne. 3 millions de mètres cubes de déblais à creuser et à évacuer dans des conditions d'insalubrité totale, par des équipes de bagnards militaires imposées par contrat.
Il a vu là-bas ce que pouvait être la gestion d'une telle population, même avec un chef d'entreprise, c'est-à-dire lui-même, faisant de son mieux pour adoucir la situation et tempérer rancœur et répression. Il a aussi tenté à la même époque d'enlever, sans succès, face à Émile Pereire, la réalisation du chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, et plus tard obtenu une concession dans le canton de Vaud, en Suisse. Il a surtout dirigé une entreprise de fabrication de chaudières, rue Neuf-Popincourt à Paris, qui n'a malheureusement pas survécu très longtemps aux événements mouvementés et sanglants de juin 1848 malgré le concordat signé avec ses créanciers familiaux. Il a ensuite créé et cherché à développer un établissement financier, sans y trouver le succès espéré face à une administration à l'hostilité déclarée et stimulée par ses adversaires. Mais c'est sans doute dans le poste qu'il a occupé bénévolement pendant 8 ans d'inspecteur du travail dans les manufactures et à travers ses fréquents échanges épistolaires avec son regretté ami Proudhon, disparu en 1865, comme sous l'influence de ses vieilles amitiés maçonniques héritées de son père, qu'il a conforté sa vision sociale du monde du travail. Ses expériences souvent écourtées par plus forts et plus avides que lui, ses réflexions enrichies par sa vision humaniste des êtres et des choses, lui ont beaucoup appris sur les relations dans le travail, au point qu'il en a tiré matière à 2 ouvrages, l'un sur le droit du travail, publié en 1850 par l'Association fraternelle des ouvriers typographes, et l'autre sur « La vérité du capital dans les services qu'il rend », paru l'année suivante. Un tel parcours long et diversifié, et de telles fréquentations amicales et professionnelles l'ont amené à une vision totalement idéaliste du monde. Alexandre de Pleuc, breton lui aussi, mais d'un parcours personnel tout à fait différent, et avec qui il traversera conjointement et contradictoirement l'autre grand drame, celui de la Commune, le décrira alors parfaitement. Baillet est un de ces hommes dont l'imagination est sans contrepoids et qui se complaisent dans l'utopie. Il rêve de concilier tous les antagonismes qui sont dans la société, les patrons et les ouvriers, les maîtres et les serviteurs. Il est donc souvent présent rue des Gravilliers, et n'hésite pas à tenir compagnie aux militants et à s'impliquer, la plume à la main, lorsqu'il s'agit de rédiger des motions à défendre lors des congrès internationaux comme celui de Bruxelles où ils ont pu regretter son absence physique. Il le dira lui-même plus tard. On peut dire que dans cet humble réduit ont été discutés les plus grands problèmes des questions sociales. Mais, en bon breton, un principe étant un principe, il n'a pas accepté de les accompagner, respectant en cela le slogan de Laye. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Pour le reste, s'il n'est pas un très grand orateur, sa conversation est pleine d'attrait. Il a fréquenté la meilleure société parisienne, y compris le salon de Madame Récamier à l'Abbaye aux Bois, et le milieu artistique lui est familier, non seulement le monde musical, mais aussi l'univers pictural à travers son ami le peintre carésien réputé Armand-Félix Jobé-Duval, qu'il retrouve régulièrement dans le cercle des admirateurs parisiens de Garibaldi dont par ailleurs il connaît bien le frère qui n'est autre que le nonce du pape à Paris. En dehors de ces personnages qui surgiront bientôt au premier plan, d'autres adhérents du mouvement n'en jouent pas moins un rôle très actif, tout en restant plus dans l'ombre, tel François Châté, devenu employé de la mairie du 17e arrondissement après avoir été mis en faillite dans sa ville natale de Nantes quelques années plus tôt. Le bruit lointain des armes. Mais oublions un instant l'international. Glissons dans le temps et l'espace et partons loin de Paris, très loin de la Bretagne et même hors de France. Allons à Madrid où, le mercredi 30 septembre, se déroule un événement qui pourrait être purement local, voire anecdotique, mais qui va devenir majeur pour l'avenir de la France et de l'Europe, et ce pour des décennies. La veille, la reine Isabelle II a traversé la frontière française depuis Saint-Sébastien où elle séjournait sans trouver le courage de remonter vers sa capitale et les lieux de pouvoir prêts à lui échapper. Elle a rejoint Biarritz où l'a accueilli Napoléon III, dans cette ville que l'impératrice et lui ont mise à la mode. Et aujourd'hui, tout est joué. Le général Serrano, un de ceux qu'elle avait interdit de toute action en l'exilant avec plusieurs autres aux Canaries, est revenu dans la capitale, rapatrié avec la complicité de l'amiral Cervera Itopété qui l'a débarqué à Cadix. Et non seulement il est de retour, mais voici qu'il prononce la déchéance de la souveraine et fait savoir qu'il prend le pouvoir avec le titre de régent, assisté d'un autre général, Juan Prim, comme chef du gouvernement. Désormais,
l'héritière de Philippe V de Bourbon, le petit-fils de Louis XIV, n'est plus rien. Le trône d'Espagne est vide. Pendant ce temps-là, à Paris, au ministère de la Guerre, les commentaires acerbes continuent sur cet ouvrage intitulé L'Armée française en 1867, paru il y a un peu plus d'un an et qui va être scandaleusement réimprimé pour la 16e fois. L'auteur militaire ne l'a pas signé, mais son nom est un secret de Polichinelle. Tous savent qu'il s'appelle Louis-Jules Trochu, qu'il est né à Belle-Île-en-Mer en mars 1815, que sorti de Saint-Cyr en novembre 1835, il a ensuite suivi les cours de l'école d'application d'état-major, avant de partir en Algérie en pleine période de combat contre Abdelkader. Là-bas, ses qualités de sang-froid, d'organisateur, son courage physique, son sens de la réserve, l'ont très vite fait reconnaître comme un élément de valeur par tous ses supérieurs successifs. Il est ensuite monté en grade dans des fonctions de direction du personnel au ministère de la Guerre, puis la guerre de Crimée et celle d'Italie l'ont vu général de brigade, commandant d'unités combattantes. Cette expérience au feu, en particulier face aux Russes, ses fonctions d'inspecteur général qu'il occupe depuis 10 ans, sa participation à une commission sur l'organisation de l'armée, lui ont permis d'avoir une vision d'ensemble de l'état réel de l'institution militaire. Mais avec cet ouvrage de près de 300 pages, et les critiques de la politique guerrière de l'Empire qu'il y étale, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Dédié son livre à Bugeaud dont il a été pendant plusieurs années l'aide de camp en Algérie, a rendu plus que transparent et inutile son incognito littéraire. Avoir mis en exergue de son chapitre sur l'avancement dans l'armée, une phrase de ce même Bugeaud écrivant au roi Louis-Philippe que trop d'hommes incapables arrivent au sommet dans l'armée, a été ressenti comme fort humiliant et à juste raison par les hauts responsables en place. Et ses propres commentaires n'ont rien arrangé, du genre. Assurément, il est heureux que nos troupes aient à un si haut degré la faculté de se débrouiller. Elle n'est pas en campagne médiocrement précieuse, mais en venir au point de fonder sur cette faculté toute la préparation et une part de la pratique de la guerre, c'est un excès et c'est trop donné au hasard. Préconiser la suppression du monnayage de son remplacement par un plus pauvre plus chanceux. Quand on est riche et qu'on a tiré un mauvais numéro lors du tirage au sort du recrutement militaire, ne peut plaire à l'élite civile en place qui utilise trop souvent cette possibilité pour esquiver ce devoir civique de participation à la défense commune. Aucun de tous ceux qui le brocardent ne sait, hélas, combien l'avenir proche va les mettre face à eux-mêmes, et confirmer d'une manière indiscutable ses jugements sans concession. En attendant, il s'investit dans les fonctions quasi purement administratives qui sont les siennes, remettant par exemple au mois de juillet, une médaille d'or assortie d'une somme de 600 francs à un jeune officier aux allures de premier de la classe. Formé à Polytechnique et à l'école des ponts et chaussées, l'intéressé vient de présenter un brillant mémoire intitulé « La réparation des ponts de chemin de fer », en réponse à un concours lancé par le ministère de la Guerre. Né à Saint-Brieuc en Bretagne d'un père chef de bataillon venu là en garnison depuis le pays nîmois, il a grandi dans l'admiration de cet homme qui avait su refuser d'approuver le plébiscite de 1851 et de prêter serment à Napoléon III comme la loi l'exigeait. Il s'appelle Louis Nathaniel Rossel, et dans quelques mois il va, comme beaucoup d'autres, entrer tragiquement dans l'histoire. En attendant, il étudie les économistes à la mode, l'anglais Stuart Mill ou le français Frédéric Leplay, et écoute avec attention les propos de son ami Jean Massé qui 2 ans auparavant, a créé la Ligue de l'enseignement et milite pour une école gratuite, laïque et obligatoire, avec l'appui du publiciste Édouard de Pompéry. Celui-ci, aux racines maternelles bretonnes, suit de près tout ce que fait Auguste Blanqui, critiquant sa politique du coup de force, et prépare lui-même un petit ouvrage, La question sociale dans les réunions publiques, revendication du prolétaire, dans lequel il mettra en exergue des phrases du genre. L'esclave a eu son jour, le serf a eu son jour, le prolétaire aura le sien. C'est la leçon de l'histoire. Ou encore, prenant la mise en place du travail-fonction, librement accepté, en remplacement du travail-peine, il mettra tout ceci en perspective dans la progressivité en précisant que l'appel à la force est folie ou crime. Heureusement, pour l'instant, la France n'est pas en guerre, au point même que peu de gens s'étonnent de voir le maréchal Bazaine, le vaincu de l'expédition du Mexique, toujours installé dans un poste de commandement et non des moindres puisqu'il s'agit de la garde impériale. Certains l'expliquent en disant que c'est la récompense d'un homme au courage physique exceptionnel, ce qui est réel,
et d'autres racontent que son appartenance très ancienne à un groupe philosophique où la discrétion et la solidarité sont deux vertus majeures y est pour beaucoup plus. Le tout est un peu sans importance, car, comme le décrira plus tard un officier général breton, Arsène Lambert, dans une lettre à un ministre breton lui aussi, Jules Simon, cette troupe, essentiellement destinée à permettre à de vieux soldats d'atteindre les 25 ans de service nécessaires pour obtenir une bonne retraite, fait certes très bonne figure sous les armes, mais n'est quasiment constituée que de sacs à vin et à eau-de-vie. 3. Pourtant, si les militaires français ne sont pas officiellement au combat, quelques milliers d'entre eux sont en alerte et les armes à la main, prêts à se battre si besoin était. Les plus nombreux et les plus professionnels appartiennent à une division de l'armée régulière qui intervient en plein centre de la péninsule italienne, avec comme mission d'empêcher la disparition totale des États du pape, et donc la conquête de Rome par les chemises rouges de Garibaldi. Les autres, en uniforme gris-bleu soutaché de rouge pour les hommes et de noir pour leurs officiers, le large pantalon bouffant serré à la taille, sont là-bas à l'appel de Pie IX, comme dans une sorte de croisade désespérée face à la poussée inexorable de l'armée des infidèles. Mélange de Français, de Hollandais, de Suisses, de Belges, de Canadiens, d'Allemands, il ne manque pas de courage non plus, bien au contraire. Ce sont les zouaves pontificaux, successeurs des premiers volontaires accourus autour du pape qui se faisaient appeler les tirailleurs franco-belges, et qui maintenant forment des unités où les Français constituent une partie importante des effectifs, en particulier chez les officiers, même si beaucoup d'étrangers les accompagnent. Et si nombre de noms sonnent la rude langue celtique ou la douceur du parler gallo, c'est que plus du tiers d'entre eux viennent de Bretagne. Tous se comportent courageusement pendant les combats, dont beaucoup d'entre eux ne reviendront pas, en particulier lors des ultimes affrontements. Parmi ceux venus de Loire-Atlantique, il y a Athanase de Charette, avec ses frères, ou Alfred Kervadec, parti à 16 ans pour défendre le pape contre les bandits, et bien d'autres. Le Finistère a envoyé Eugène Lelay, François Ledu, Henri de Mauduit-Duplessis. Des côtes du Nord viennent Augustin Bocher de Langle, Emmanuel de Kergariou, Georges Guégan. Les trois frères Quetmer, Pierre, Jean et Désiré, ou Félix de la Ville-au-Comte, auteur sous son pseudonyme de Jules Aunay d'un opuscule intitulé « Le Pape, l'Empereur et l'Univers », sont morbihanais. Les Legonidec de Tressan, Olivier, Paul et Frédéric sont natifs d'Ille-et-Vilaine comme René Joly ou Albert Léger. Et chaque département en a donné tellement d'autres. Un village comme Moustouarac, dans le canton de Locminé, a vu partir toute une délégation, 18 hommes pour une population totale d'1,5 million. On ne peut les citer tous, mais hors tout jugement partisan sur leur motivation et le choix qu'ils ont fait, ils le mériteraient, car ils forment une unité volontaire et efficace. Bientôt, c'est pour la défense de leur propre patrie qu'ils se battront tout aussi courageusement. Et plusieurs y laisseront leur vie. Le clédérois Charles de Sézy ne survivra que quelques jours à sa blessure reçue à Brou le 25 novembre. Le Dinanais Henri Fournier de Bellevue, rescapé de Montana, sera fauché par la mitraille à Auvour 2 semaines avant l'armistice. François Quéré, natif de Plouvorne, blessé 2 fois à Castelfidardo, une fois à Montana, tombera définitivement la tête fracassée au combat de Loigny le 2 décembre. Julien Lambert, l'enfant de Bédé, mourra dans une ambulance 4 jours après son amputation, recevant sa médaille militaire à titre posthume. François Judic, né à Cambon, sera fauché au combat d'Ivray-l'Évêque le 10 janvier. Leur liste de morts, de blessés et de disparus face aux Prussiens sera longue. Presque miraculeusement, leur situation à tous semble stabilisée depuis justement cette victoire de Montana, le 3 novembre 1867, où, suivant l'expression malheureuse du général de Failly qui y commandait les troupes régulières, les chassepots ont fait merveille. Ils en sont même, semble-t-il, à se demander ce qu'ils font encore en Italie puisque depuis cette bataille plus personne ne semble vouloir prendre le contrôle du petit territoire resté au pape. C'en est au point que la presse les oublie un peu, mis à part de temps en temps Jean Loiseau qui, dans son hebdomadaire Le Clocher, vient d'annoncer la convocation d'un concile au Vatican pour le 8 décembre 1869. Un Jean Loiseau, cordonnier, qui s'appelle de son vrai nom Paul de Gélin de Kersolon et qui est né à Rennes le 27 mars 1817. Étudiant farceur, avocat de formation, il a été ordonné prêtre à Rome en août 1845, et après avoir fondé un hebdomadaire appelé L'Ouvrier et s'être fâché avec ses actionnaires, a créé ce nouveau journal. Plume de Bretagne.
Il n'est pas le seul natif de Bretagne à s'impliquer dans le journalisme. Les Bretons de Paris, qui aiment bien observer au fil de la lecture de leur quotidien ou de leurs hebdomadaires les signatures de leurs compatriotes, se sont passionnés pendant longtemps des récits de voyage que le Landernais Max Radiguet publiait régulièrement dans la Revue des Deux Mondes, et ils le suivent maintenant dans l'Illustration, ne portant pas trop attention à son ancienne amitié avec le trop célèbre duc de Morny. Ceux que les sciences en pleine évolution intéressent achètent Le Temps, pour y trouver les commentaires appropriés de l'ancien officier de marine nantais Jehan de Bouteiller, se moquant bien de ce que sa Légion d'honneur lui ait été enlevée pour faute contre l'honneur. Beaucoup se souviennent du livre « Histoire des guerres civiles en France, depuis les temps mérovingiens jusqu'à nos jours », publié par le Rennais Hippolyte Lucas conjointement avec un autre écrivain. Surtout, ils lisent avec émotion ses ouvrages poétiques et sa prose comme ses papiers ou ses critiques théâtrales publiés au Charivari, au National ou ailleurs. Et il est sans importance qu'ils connaissent moins ses fonctions de directeur de la riche bibliothèque de l'Arsenal où il a succédé à Charles Nodier, et à laquelle il se dévoue sans compter 4. Ils savent qu'Adolphe Paban, qui signe dans le Petit Journal et le Petit Parisien, a ses racines en Bretagne, de même que le philosophe Helm Caro, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui écrit dans La France, et que d'aucuns verraient bien un jour à l'Académie française. Il en est de même d'Édouard Hervé, c'est-à-dire Joseph Perrin, aux origines bretonnes indéniables même s'il est né à La Réunion et son père à Nancy, et qui a fondé il y a un an le Journal de Paris. En rêvant, dit-on, de devenir ministre un jour. Ils apprécient les articles au coup de ciseau, sorte de revue de presse intitulée L'Esprit des autres, que publie régulièrement le Brestois Armand Gouzien dans Le Gaulois. Il regrette la disparition récente de son éphémère Revue des Arts et des Lettres, créé avec son frère et dont il avait confié la rédaction en chef au briochin Auguste Villiers de l'Isle-Adam. Ils suivent avec plaisir ses brillantes critiques musicales, sur Wagner, sur Massenet, sur la musique tzigane dont il raffole et qu'il a fait connaître au tout Paris. Ils chantonnent à leurs enfants la complainte de Saint-Nicolas dont il a réécrit la musique sur le texte modernisé du Parisien Gérard de Nerval, et vous chuchote à l'oreille qu'il sera bientôt dans les colonnes du journal à large diffusion que préparent les deux fils de son ami Victor Hugo, Charles et François Victor, pour le début de l'année prochaine et qui s'appellera Le Rappel. H le rejoindrait là, dit-on aussi, le dinanais Yves Guyot, collaborateur régulier à la Pensée Nouvelle, et pour elle Instant, installé à Montpellier où il a participé à la fondation d'un journal radical au titre explicite de Droits de l'homme, après s'être fâché avec les directeurs de l'Indépendant du Midi qu'il avait précédemment fondé à Nîmes. Les partisans des idées très à gauche lisent La Démocratie, qui dans quelques semaines changera son titre en La Tribune, organe à la fois proudhonien et jacobin du Nantais Charles-Louis Chassin, le Matoussin de son ami Jules Vallès qui lui-même n'est pas vraiment nantais, même s'il y a vécu des années marquantes de son adolescence. Ils ont bien évidemment lu sa récente monographie à la mémoire d'un colonel républicain disgracié par Napoléon III en 1851 et mort en exil, en Suisse, il y a 3 ans, intitulée « L'armée et la Révolution ». Les bons vivants sont abonnés à l'Almanach des Gourmets, de cet autre natif de Loire-Inférieure, Charles Moncelet, ami de Charles Baudelaire, grand amateur de bonne chère et de jolies femmes, et qui a publié il y a quelques années un amusant ouvrage intitulé « De Montmartre à Séville », où il a tout autant décrit la Bretagne que les 2 lieux formant le titre. Les passionnés d'aventures maritimes ont lu tous les ouvrages de Gabriel de la Landelle qui, bien que né à Montpellier, est d'origine bretonne et à ce titre bénéficie de l'appui d'Auguste de Gourcuff, le fondateur des Assurances Générales, qu'il a embauché dans ses services. Cet ancien officier de marine qui depuis 30 ans les fait rêver de grand large par ses contes, ses récits, ses romans, est des plus attentifs aux progrès de la science et de la technique. Il soutient mordicus que cette étrange société d'encouragement pour la locomotion aérienne au moyen d'appareils plus lourds que l'air, qu'il a fondée avec 2 amis dont le photographe Félix Tournachon, dit Nadar, démontrera un jour la pertinence de ce choix technique face aux ballons, même dirigeables, encourageant tous 3 fermement les essais du douarneniste Jean-Marie Lebris qui, un jour de 1856, s'est élevé au-dessus du sol, le premier au monde, dans un planeur tracté par un cheval. Et il a l'audace d'affirmer que sera industrialisé un jour cet étrange engin à décollage vertical, dont ils ont fait un prototype,
et que l'un d'entre eux a baptisé hélicoptère. Enfin, comble d'audace, il a même imaginé un nom pour tout cela. L'aviation. Ceux qui souscrivent aux opinions politiques officielles, les impérialistes suivant l'expression de l'époque, aiment à fréquenter le salon de Mélanie Waldor, leur centre d'information du 5 de la rue de Grenelle. Fille d'un avocat nantais opposant à Carrier, un temps maîtresse d'Alexandre Dumas père, elle poursuit une carrière littéraire dans les traces de son géniteur, en publiant régulièrement des œuvres plus que favorables à la famille régnante dans la Revue de Paris, ou parfois dans La Patrie, où elle ne craint pas de signer un bas bleu, tout en correspondant fréquemment avec l'homme d'État italien Camille de Cavour. Et puis avec l'adoucissement des lois en début d'année, qui ont supprimé le passage obligé par l'administration pour la création d'un journal, de très nombreux nouveaux titres sont apparus, au point que pour la seule ville de Paris, ils sont maintenant peut-être 900 et que sur l'ensemble de la France ils dépassent les 2000. Et plusieurs autres encore seraient en gestation dans la rue du Croissant, cette rue de la presse qui vit jour et nuit au rythme effréné des tirages et des éditions, et qui en devient trop petite. C'est un peu d'ailleurs la cacophonie avec tous ces vendeurs et vendeuses qui parcourent les rues de la capitale, ou débordent de leurs kiosques minuscules en hurlant leurs titres, telle Anne-Marie Ménan, cette fille d'Ille-et-Vilaine que les passants peuvent croiser le long de la rue Royale et des rues adjacentes, les bras chargés des dernières éditions aux titres accrocheurs. Sans doute lui arrive-t-il d'en vendre à ce Lorientais, ami de Charles Baillet, agrégé et docteur en philosophie qui préside depuis peu la Société des gens de lettres, dont Hippolyte Lucas a été l'un des fondateurs et qui se fait appeler Jules Simon. Ce nom de plume et de politique est maintenant si fort et si respecté qu'un de ses adversaires écrira un jour que s'il le perdait et redevenait le monsieur Jules Suisse qu'il est devant l'état civil, je gage qu'il serait perdu dans la foule, bien qu'il domine cette foule de toute la poitrine. 5. Quelques mois plus tôt, il a publié un ouvrage au titre provocateur et explicite, L'ouvrier de 8 ans, où il a rassemblé des textes issus d'une enquête de terrain faite personnellement il y a plus de 10 ans et paru alors dans la Revue des Deux Mondes. Ce texte a rappelé à quelques-uns son ouvrage L'ouvrière, paru 6 ans plus tôt, et qui a été le plus écrasant réquisitoire qui puisse se lire contre un temps si fier de ses progrès et si dédaigneux de ses devanciers. Suivant l'expression qu'utilisera Albert Demain, son successeur à l'Académie française et grand familier de la Bretagne, lors de son entrée sous la coupole. Certains chuchotent qu'il a sa carte d'adhérent à l'Internationale et qu'elle porte le numéro 606. Mais le fait n'est pas avéré, et l'intéressé le contredit clairement et fermement quand on l'interroge. Et sur ce point, on peut et doit le croire, car c'est un homme de courage, celui qui, le 9 décembre 1851, dans la grande salle de la Sorbonne pleine à craquer, sut réduire son cours à une condamnation sans appel du coup d'État du prince-président. Et qui, alors que Maza accueillait tous les opposants déclarés, eut l'audace de conclure par une phrase lapidaire vis-à-vis du plébiscite annoncé. N'y eut-il dans les urnes qu'un seul bulletin pour prononcer la condamnation, je le revendique d'avance, il sera de moi. Une phrase courageuse, à laquelle le vers célèbre d'un immense poète, fils d'une jeune Bretonne et d'un général d'Empire, fit écho peu de temps après. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. En cette fin d'année 1868, le visiteur a toutes les chances de le trouver, une petite calotte de velours sur la tête, travaillant dans son appartement du 5e étage dont les fenêtres donnent sur la place de la Madeleine, et où chaque recoin est envahi de livres. Il vit là avec son épouse, Émilie Boissonnet, qui préside la Société pour l'enseignement professionnel des femmes, et dont les liens d'amitié avec de nombreuses militantes féministes ou simplement sociales sont connus, telle une certaine Louise Michel dont elle soutient les projets éducatifs qu'elle mène depuis son installation dans la capitale après son départ de sa Haute-Marne natale. Et l'article sur lequel le mari s'applique aujourd'hui pourrait parler de son sujet préféré, l'éducation, lui qui affirme que le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain, et paraîtra peut-être dans la Revue moderne, une publication que dirige depuis février dernier un autre Breton, Émile de Keratery. Ce dernier, né en mars 1832, fils d'un ancien député qui fut pair de France puis représentant du peuple en 1848, a baigné toute sa jeunesse dans le monde politique et a entendu raconter de première main la manière dont la Deuxième République a géré la transition après la chute de Louis-Philippe, avec ce que ceci veut dire de réussite et d'erreur. Diplomate à ses débuts,
Il a démissionné lors du coup d'État du 2 décembre 1851. Cavalier en Afrique, il a ensuite combattu en Crimée, avant de partir courir l'aventure sans lendemain de la campagne du Mexique où il a combattu dans les rangs de la contre-guérilla avant de passer à l'état-major de Bazaine. À son retour, il a publié un ouvrage de plus de 320 pages décrivant l'élévation et la chute de l'empereur Maximilien, où il a, sans aucune concession, réglé ses comptes avec son ancien chef en dévoilant les dessous peu honorables de son commandement. C'est au moment prévu pour une promotion qu'il a claqué sa démission de l'armée, pour devenir publiciste, c'est-à-dire homme de presse suivant l'expression en cours. Plus généralement, il veut clairement promouvoir des idées progressistes et libérales, et n'a pas hésité, pour les imposer, à doubler la fréquence de parution de la revue qui est devenue bimensuelle. Ceci étant, s'il s'agite beaucoup à Paris, il le fait tout autant en Bretagne. Quand dans les conversations son nom est cité, les gens bien informés, mais ils le sont tous, affirment qu'il cherche à fonder à Brest avec l'appui de plusieurs collègues du journal républicain Le Finistère, un autre support dont le nom serait tout un programme, Les Lecteurs du Finistère, journal des intérêts départementaux et locaux, et qui se positionnerait comme démocrate et libéral, voire même antimilitariste et anticlérical. Un appui appréciable pour quelqu'un qui veut désespérément être député, et qui d'ailleurs le sera dans quelques mois, grâce au vote massif en sa faveur des ouvriers de l'Arsenal auquel le journal aura été gratuitement distribué. Seules les mauvaises langues y trouveront à redire, en expliquant que cette générosité n'eût pas été possible sans l'utilisation de ressources financières venues d'une protégée de son père, et opportunément réorientées. Dans cette même revue moderne, s'exprime aussi le morlaisien Jules Kergomard, qui signe parfois Jean Morlaix ou Gustave de Penmarck, et auquel le récent rôle de correspondant de guerre du siècle et du Courrier de Paris pour les opérations menées par les Garibaldiens en Sicile, à Naples et à Capoue, a fourni matière à un ouvrage à la gloire du général républicain italien au titre tout simple, Garibaldi. Il y a aussi ce vieil Alexandre Gley-Bizouin, descendant d'une riche famille de négociants costarmoricains dont l'un, son grand-père paternel aux opinions girondines, a été député des Côtes du Nord en 1791. Depuis sa première élection à l'Oudéac en 1836, celui que certains qualifient de mélange de tribun, de faune et de renard donnant des coups d'épaule comme des coups d'aile et des coups de tête comme des coups de bec, et d'autres de vieux butors d'une rude trempe, capable de crudité et de rudesse, reste un interrupteur redouté par ses collègues députés pour ses petites phrases incisives et fréquentes. Éternel opposant à l'Empire au sein de l'Assemblée, au point de s'opposer au retour des cendres de Napoléon Ier en 1840, celui que le duc de Morny avait caricaturé en donnant son nom à un singe domestiqué, vient de défendre au mois de mars dernier le droit de réunion, et ne compte pas s'arrêter là, bien au contraire. Et en attendant d'obtenir le droit de créer son journal des Côtes du Nord, face à un préfet jugeant que les petites passions des campagnards habilement exploités pourraient à la longue produire la désaffection à l'égard du gouvernement de l'empereur, il s'est associé aux fondateurs de la Tribune, clairement hostile au régime. Il s'intéresse avec moins de succès au théâtre, et le microcosme parisien se gauze dans son dos de la création il y a quelque temps en Suisse, de sa pièce intitulée Le vrai courage, pour laquelle il ne fallait pas manquer d'un certain courage littéraire pour oser risquer cette exhibition qui parut grotesque même à des auditeurs qui ne parlaient que le français de Genève, J. Et ce journal n'est pas le seul à publier des articles très critiques. Ceux qui paraissent dans la France le sont tout autant sinon plus, en particulier les billets d'Anatole Legrandet, qui, tout issu de la bonne bourgeoisie brestoise qu'il soit, trempe sa plume dans le vitriol pour défendre les idées socialistes qu'il partage avec son ancien condisciple parisien de Louis le Grand, l'ex-professeur au Collège de France, Gustave Flourens. Toujours dans le monde de la presse, un cas un peu à part est celui de François Bellet, le fils de Charles, qui vient de sortir, le 2 août, le premier numéro de son quotidien Le Français, qui entend réconcilier le catholicisme avec son temps, et dont nul ne peut dire qu'il reflète un tant soit peu les opinions tranchées et républicaines du père, malgré les rapports d'affection qu'ils entretiennent entre deux. Le même père qui, en cette fin d'année, repense avec nostalgie à cette époque maintenant lointaine où Charlotte, sa très belle épouse trop tôt disparue, se faisait complimenter sur ses talents de pianiste par ce musicien exceptionnel qui vient de s'éteindre à Passy, Gioacchino Antonio Rossini,
et à qui un autre musicien, Fernando Sor, dédia l'une de ses dernières œuvres. Fantaisie élégiaque pour guitare seule à la mort de Madame Bailey née le Vavasseur. K. Peut-être moins médiatique, il y a ce Charles de Gaulle, dit Bars Brossol, secrétaire de la Breuiller-Braise, association des poètes bretons. Il a lui-même publié des œuvres en vers ainsi qu'un appel aux représentants actuels de la race celtique. Et malgré sa lourde infirmité qui le cloue dans son fauteuil et va lui faire vivre cloîtré dans son appartement parisien tous les événements à venir, il milite activement pour un interceltisme porteur de grands projets, comme celui d'envoyer des Bretons en Patagonie soutenir le développement d'une petite colonie galloise créée là-bas 10 ans plus tôt 6. Et plus connu pour ses talents de peintre, remarqué par Charles Baudelaire au salon de 1859, il y a aussi le Cornouaillais Octave Pinguilly-Laridon, dont les œuvres écrites attirent quasi uniquement les amateurs d'armes. Lieutenant-colonel, directeur du riche musée de l'artillerie de la place Saint-Thomas d'Aquin, il va, à la déclaration de guerre, mettre en lieu sûr hors de Paris toutes ses collections, évitant leur pillage pendant la Commune comme elles l'ont subi en juillet 1830. Enfin, il y a celui que tout le monde appelle le Baudérien, qui écrit de temps en temps dans les colonnes du journal Le Pays, et qui a, il y a quelques années, commis les paroles d'un opéra comique en un acte, L'Atelier de Prague, sur une musique du Nantais Louis-Albert Bourgault du Coudray, devenu depuis premier Grand Prix de Rome devant Massenet. Comme le dit l'un des amis de Louis Rossel, c'est un sceptique avec esprit, plein de désinvolture et de laisser-aller, au mieux avec tout le monde. Une position facile à comprendre quand on connaît sa position clé au bureau des journaux départementaux de la division de la presse du ministère de l'Intérieur, position qui le met en relation avec tous les préfets et les directeurs de journaux opérant en dehors de Paris 7. Nous sommes tellement prêts. Mais des sujets plus mondains occupent le tout Paris des élégantes en crinoline et des messieurs portant le 8 reflets, qui se gaussent du dernier spectacle du Théâtre des Variétés sur le boulevard Montmartre où personne n'a applaudi le couple habituellement si prisé que forment Hortense Schneider et José Dupuis. Mais aussi, quelle idée! Montrer des scènes de beuverie sur fond d'exotisme. Pour Jacques Offenbach et ses complices Meillac et Halévy, la Périchole devra attendre un moment encore avant de remporter son premier succès. Les distractions ne sont plus ce qu'elles étaient. L'Empire va vraiment mal. Au point que certains ne respectent plus rien. À voir l'incident qui vient d'éclater en plein prétoire, où on jugeait le journaliste Charles Delécluze qui se défendait pour un article ayant relaté la mort sur une barricade de l'obscur représentant du peuple Victor Baudin, lors du coup d'État fondateur de l'Empire. Et ne voilà-t-il pas qu'un avocat plus connu des joueurs de domino du café Procope que de ces messieurs du palais, un immigré italien de seconde génération, borgne, mal fagoté, pas très propre sur lui, un nommé Léon Gambetta, a osé prononcer non pas une plaidoirie au profit de l'accusé, mais un véritable réquisitoire contre l'Empire, l'empereur et tous ceux et celles qui l'entourent ou l'ont entouré. Il cherchait la provocation, il l'a réussi. Il cherchait la notoriété, elle lui est acquise. Il cherchait à frapper l'Empire, il a fait mouche. Au soir de ce 14 novembre 1868, il est maintenant célèbre et tous les opposants républicains au régime en place s'intéressent à lui. Sans surprise, l'année suivante, 1869, ne va pas être meilleure pour ce pouvoir impérial qui vieillit si mal. Bien sûr, début mai, au prétexte que l'anniversaire de la naissance de Napoléon Ier approche, un recensement de ces anciens grognards survivants est lancé, leur promettant une médaille, la médaille de Sainte-Hélène, et une pension de 250 francs. Une manière d'acheter leur voix. De même, la prestation de serment de fidélité des fonctionnaires à l'empereur est censée garantir que dans les urnes ils ne penseront qu'à lui et à ses candidats officiels. Une vision particulièrement partisane de la liberté de vote qui pour Charles Bailey donne toujours à celui qui le contracte l'air d'un fourbe ou d'un courtisan, et qu'un article publié mi-mai dans l'Universel met publiquement en cause. Cet article est à la signature de Max Radiguet, mais le véritable rédacteur est un autre Finistérien, son ami Armand Rousseau. Celui-ci étant ingénieur du corps des ponts et chaussées et donc fonctionnaire, le journaliste a préféré endosser lui-même le papier qui fait valoir que chacun a sa part de souveraineté et que lorsque l'empereur ou ses représentants veulent me contraindre à voter pour le candidat de leur choix, ils confisquent cette part,
et qu'en conséquence l'intéressé a le droit de se défendre et sans se parjurer de voter comme il lui plaît. Démonstration parfaite de la contre-productivité profonde d'une telle obligation d'allégeance publique. Et viennent donc les élections du mois de mai, dont, malgré tous les efforts du gouvernement, les résultats sont lourds de menaces. La forte progression du nombre de voix des opposants sonne comme un très sérieux avertissement au régime qui n'est vraiment plus ce qu'il était, et où les partisans d'une dose raisonnée de concession s'opposent au dur qui entoure une impératrice dont le poids politique est mal compensé par un époux à la santé défaillante. Certes, le clan des candidats officiels, bonapartistes de tout poil, depuis les plus durs jusqu'aux plus libéraux, a une fois de plus emporté la majorité, mais le nombre de députés adverses a doublé dans l'hémicycle, où ils sont maintenant 116. Et surtout, à Paris où nombre de bourgeois s'affolent en entendant la Marseillaise hurler au long des rues par des cortèges d'hommes et femmes venus des quartiers populaires, c'est une déroute. Les 234 000 voix de ses opposants écrasent les 77 000 du gouvernement. Et qui plus est, les réformes sérieuses avancent difficilement. Alors, le 12 juillet, un changement constitutionnel est annoncé qui permet à l'Assemblée d'élire son bureau, et aux députés de proposer des amendements et même des lois, et d'espérer devenir ministre. C'est si peu que c'en est dérisoire. Et donc, dans cette situation où le pouvoir reste sur la défensive, les journalistes restent sous surveillance et sous pression, à l'exemple du Lorientais Frédéric Cournet qui, de retour en France après avoir navigué au loin pour fuir les poursuites de la police impériale, est arrêté le 13 juin pour ses écrits dans Le Réveil. Certes, il est libéré le 15 août, mais en ayant quand même fait 2 mois de prison pour un simple délit d'opinion. Il est vrai que fils d'un brillant officier de marine à la carrière contrariée par ses opinions républicaines, et qui combattit sur les barricades du faubourg Saint-Antoine en juin 1848, et vit ce même Baudin tomber à ses côtés en 1851, il ne peut qu'être suspect aux yeux des services en charge de la surveillance policière. Et pourtant les avertissements ne manquent pas. En périphérie de la capitale, à Meaux, un candidat malheureux a ainsi dans sa campagne électorale bien posé les enjeux dont 2 d'entre eux mettront du temps à se mettre en place, mais dont les 2 autres sont prémonitoires pour le court terme. Il a en effet proclamé « Pas de guerre, elle mettrait au hasard les destinées de la patrie, elle épuiserait le pays. » Et surtout, « Ma conviction est que des révolutions nouvelles seraient funestes, entraveraient les progrès matériels, prépareraient une réaction plus déplorable que celle que nous avons vue après 1848. » Ce candidat, à la célébrité littéraire déjà bien établie en Europe, est né à Tréguier le 28 février 1823. Il s'appelle Ernest Renan. L'opposition ne désarme donc pas. Et quand le ministère décide de proroger la Chambre jusqu'au 29 novembre en violation de la Constitution de 1852, des réactions se préparent de plusieurs côtés pour organiser une manifestation monstre devant le Palais Bourbon pour le 26 octobre. Le Réveil en appelle à tous ses lecteurs, et de son côté, Émile de Khératry, récent élu républicain du mois de juillet à Brest, n'hésite pas davantage à appeler à ce rassemblement, réfutant d'avance tous les risques encourus. Ce jour-là, les gendarmes, s'il y en a, pourront obéir à la consigne. « Moi je ferai mon devoir », écrit-il à l'un de ses amis heureusement, en partie d'ailleurs sous l'influence de Jules Simon qui fait valoir qu'une répression impitoyable, probablement sanglante, retarderait pour longtemps la victoire à laquelle nous touchons. Les esprits se calment et l'affrontement physique entre les manifesteurs et la force publique est évité. Pendant ce temps, rue des Gravilliers, les militants de l'E s'activent plus que jamais, heureux d'entendre de dire qu'ils sont peut-être plus de 200 000 maintenant en France. Alexis Tanguy, qui participe aux préparatifs du banquet prévu maintenant pour le 19 septembre, travaille aussi le discours qu'il entend prononcer à cette occasion où il entend dénoncer le statut de salarié et défendre l'idée d'organisation coopérative. Chez les militaires, tout ne va pas pour le mieux. Le ministre de la Guerre est trop malade pour pouvoir mener à bien tout ce qu'il a commencé. Sa santé se dégrade même au point que, sentant sa fin arriver, il passe la main, laissant comme testament malheureux une adresse au Sénat et à l'empereur déclarant « Nous sommes tellement près qu'il faut être 3 fois sage pour ne pas déclarer la guerre », et qui conclut par « Vous avez, sire, la plus belle armée du monde ». Heureusement il y a sa loi du 1er février 1868, qui dote l'armée d'un effectif théorique de 750 000 hommes, constitué d'appelés sous les drapeaux pendant 5 ans,
maintenue en réserve pour 4 ans de plus, ainsi que de la garde mobile, avec le défaut pour cette dernière de ne s'exercer que 15 jours par an, et de dépendre pour partie du ministère de l'Intérieur et heureusement aussi, il y a sa décision de doter les unités du Chassepot, ce fusil rapide qui a fait ses preuves en Italie par sa grande précision et son exceptionnelle portée. Mais pour le reste, son successeur, le général Edmond Leboeuf, bien que choisi par lui, peine à imposer les restructurations additionnelles nécessaires, dont personne ne sait s'il en est convaincu lui-même. Alors, quand un événement permet au pouvoir en place de se faire valoir médiatiquement, quelle aubaine! Et le fait que celui-ci ait lieu au Proche-Orient n'en est que mieux de par son caractère non seulement entrepreneurial, mais véritablement international. Il se déroule le 17 novembre à Port Saïd, où ce jour-là, le ministre des Ponts et Chaussées d'Ismaïl Pacha est un homme heureux, immensément heureux. Le projet qu'il a présenté pour la première fois au consul de France à Alexandrie, il y a 40 ans déjà, est enfin réalisé. Ses plans et ses devis ont dû être revus entre-temps par son ami Ferdinand de Lesseps, car les difficultés de tous ordres n'ont pas manqué, tout autant techniques et financières que politiques, mais le projet est finalisé. Et s'il exulte de tant de joie qu'il en soit ainsi, c'est parce que marin fils de marin, explorateur acharné de toute l'Égypte et des pays voisins, il est français, né à l'Orient. Car Louis Linan de Belfond, ce Breton qui a choisi l'Égypte comme seconde patrie, n'a rien oublié de l'amour qu'il porte à son pays natal. Et c'est donc avec une joie indicible qu'il voit inaugurer ce canal par l'impératrice venue tout spécialement de France sur le yacht impérial L'Aigle, construit par un autre natif de Bretagne, l'ingénieur du génie maritime Stanislas Dupuy de Laume. Désormais le passage direct de la Méditerranée à la mer Rouge est possible, et ceci sans écluse, et pour la première fois, le long et lent trajet des navires, doublant le cap de Bonne-Espérance dans un interminable contournement de l'Afrique, est oublié. Seulement cet événement, dont la gloire remplit les pages des quotidiens et des magazines au point de tout éclipser, masque trop la réalité sociale française. Début juin, Paris a été secoué par des troubles sérieux. Et quand dans les premiers jours d'octobre, les mineurs d'Anzin se sont mis en grève, la troupe, mal utilisée, mal commandée, a tiré. 14 morts, dont 2 femmes et un enfant de 7 ans. Et 22 blessés par balle, dont 3 sont décédés le lendemain. Et 26 condamnations à de la prison ferme. Rien d'étonnant à ce que, en ce mois de septembre 1869, Jean-Louis Pindy, qui représente la Chambre syndicale des menuisiers de Paris au nouveau congrès de l'Internationale à Bâle, soit heureux d'entendre approuver, à l'unanimité des très nombreux délégués, son rapport de la commission qui traite des sociétés de résistance instaurées lors du congrès précédent, rapport qui préconise que de telles structures soient créées dans tous les corps de métier dotés des apostrophes, une caisse spéciale, et fédérée internationalement. Une opinion que ne partage pas exactement Julien Fruneau, qui craint toujours une dérive vers un trop fort pouvoir supranational et un écrasement de l'autonomie des structures professionnelles existantes, comme celle des charpentiers de Paris et de leur association La Liberté qu'ils représentent, et qui, se souvenant sans doute de la situation de son père, verrait bien tous les locataires agricoles accéder à la propriété des terres qu'ils cultivent au bout de 14 ans. Au passage, ils ont entendu Michel Bakounine critiquer le manque de caractère des Français au point de vue révolutionnaire, et constater combien Jules Simon est mis en cause dans sa conception, qualifiée par certains d'arriérée, de l'obligation d'instruction pour les enfants, et plus encore dans son parti pris en faveur de la recherche de productivité dans les entreprises et de l'acceptation de la concurrence. Certains ont même dit qu'il n'était plus permis de considérer des esprits aussi rétrogrades comme des représentants de l'avenir. Mais peu importe, Jean-Louis Pindy en revient plus que jamais convaincu de la justesse de la cause et se félicite de ce que ses amis brestois, Constant Le Doré en tête, aient enfin suivi ses conseils, transmis dit-on parfois en langage chiffré, et fondé officiellement la section locale de l'organisation. Tout ceci fait que Napoléon III se sent obligé de continuer à faire bouger doucement les choses, et à mettre quelque peu en exergue un affichage plus libéral. Et c'est ainsi que l'année 1870 commence par un changement ministériel assez positif en ce sens. Le 2 janvier, un nouveau gouvernement que préside Émile Ollivier, un homme d'un tempérament pacifique, naturellement porté à la conciliation,
Favorable à une vision apaisée des délicates et fragiles relations avec la Prusse, cette nouvelle puissance européenne qui s'est récemment révélée en écrasant l'Autriche à Sadowa est mise en place. Sa priorité est, via une dose de libéralisme raisonné, de mener l'Empire faiblissant vers une plus grande adhésion populaire. Hélas! Cet homme d'État médiocre, plein de fougue et sans réflexion, mais un honnête homme, un poète idéaliste, suivant l'expression d'un écrivain qui le connaît bien, n'est pas armé pour conduire un gouvernement dans les circonstances qui vont être les siennes très rapidement. 9. Bien sûr, le succès du plébiscite du 8 mai semblera le confirmer dans ses choix d'action et dans ceux de l'empereur lui-même. Mais pour le reste, ce résultat ne garantit rien. Yves Guyot rappellera plus tard l'écart entre les votes parisiens et ceux des communes rurales, croyant naïvement que l'Empire c'était la paix. Et sur le terrain, l'officier de hussards Albert Demain, futur député du Morbihan et du Finistère que taraude déjà la question parlementaire, note soigneusement combien pour beaucoup de ses interlocuteurs militaires il s'agit de voter « oui parce que l'empereur est le chef de l'armée et que nous ne voulons pas de révolution », mais aussi que dans certaines casernes parisiennes les opinions exprimées dans les urnes sont loin d'être tranchées. Pour ne rien arranger, les débuts du nouveau ministère se voient profondément secoués par une mort brutale, on ne peut plus médiatique et injustifiée. Le 10 janvier, 2 hommes se présentent dans un appartement de la rue d'Auteuil, domicile du prince Pierre Bonaparte, cousin de Napoléon III puisque fils de Lucien Bonaparte. Ils viennent régler les modalités d'un duel prévu entre leur interlocuteur et le rédacteur en chef du journal La Marseillaise, dans lequel le prince s'est estimé diffamé. Cette entrevue, qui devrait être sinon banale à tout le moins courtoise, tourne très vite au drame quand le prince abat l'un des 2 hommes, le journaliste Victor Noir, d'un coup de pistolet. Le geste est trop brutal et l'homme trop connu pour que l'affaire puisse être passée sous silence. Et quand Frédéric Cournet, sorti la veille de ses 3 mois passés à Mazas, organise les funérailles de la victime, ce sont 100 000 personnes qui se pressent au cimetière de Neuilly, là où les autorités espéraient une inhumation des plus discrètes. Heureusement, sur place, le propriétaire du journal où signait la victime, Henri Rochefort, réussit à canaliser la manifestation alors que d'autres tentent de l'entraîner vers le centre de Paris, avec tous les risques que ceci représente d'affrontements avec les régiments amenés de Versailles qui barrent les Champs-Élysées. Frédéric Cournet, quant à lui, le paye d'un nouvel emprisonnement dans les jours qui suivent, heureusement limité grâce au talent de son avocat lors d'un procès délocalisé à Blois. Mais le vrai scandale est ailleurs puisque le meurtrier est acquitté et blanchi. Et il faut tout l'ascendant de Jean-Louis Pindy sur ses amis pour les retenir dans une action violente qu'il juge prématurée, et par conséquent inefficace. Triste affaire, au moment où Jules Simon, appuyé par un groupe de députés, dont Léon Gambetta et Jules Ferry, prépare un projet de loi pour abolir la peine de mort, à la grande satisfaction de son ami Victor Hugo et de Maxime Ducamp qui lui écrit un billet plein d'enthousiasme. Vous allez demander l'abolition de la peine de mort, fasse le ciel que vous réussissiez, cela obtenu, et l'instruction obligatoire, un grand pas aura été fait. 10. Ce crime impuni qui secoue le pouvoir en place n'est qu'une partie de tous les événements sociaux difficiles que le gouvernement doit gérer. Des grèves se produisent de ci de là, comme celle du Creusot du 19 au 24 janvier où il faut faire parader la troupe. Alors la pression sur les opposants considérés comme les plus actifs et les plus revendicatifs continue. Une descente de police est opérée chez les militants de l'Internationale dans le local où ils ont migré depuis plusieurs mois, au 6 de la rue de la Corderie, un lieu dont les aménagements ont été faits par Jean-Louis Pindy qui n'a rien oublié de son savoir-faire professionnel, et un lieu qui s'il n'a rien de luxueux, est spacieux et pratique malgré l'absence de chauffage. L'opération est aisée. Ils ne se cachent pas, et dans leur rang grenouillent un ou plusieurs indicateurs ou indicatrices, qui relatent régulièrement à la police tout ce qui s'y dit, allant même jusqu'à utiliser le verso des croquis de menuiserie de Jean-Louis Pindy pour faire leur rapport. Un Jean-Louis Pindy qui est arrêté lui aussi, ne peut même pas se dire que, resté à Brest, il aurait échappé au coup de filet puisque là-bas, dans quelques semaines, son ami Constant Ledoré sera lui aussi arrêté et incarcéré avec plusieurs autres au simple fait de leur adhésion à l'organisation. Il est vrai que le mouvement, qui ne comptait en France que 2000 adhérents au début de l'année passée, a pris une très grande ampleur et inquiète le gouvernement et sa police. Signe de cette inquiétude,
les juges ne seront pas tendres pour les accusés, et le 8 juillet, le jeune Brestois écopera d'1 an de prison et de 100 francs d'amende pour adhésion à une société secrète, peine bien lourde pour quelqu'un qui gagne probablement entre 30 et 40 sous, soit entre 1,50 et 2,00 francs par jour. Et surtout peine s'additionnant à une autre, du 29 avril, d'une autre année de prison, au prétexte d'une incitation à commettre un délit et port d'armes prohibé. À côté de ceci, qui montre une atmosphère générale interne du pays plutôt tendue, le gouvernement paraît bien plus serein côté politique étrangère, réduisant de 10% les effectifs de la classe d'appel de l'année pour l'ensemble des armées de terre et de mer, 90 000 au lieu de 100 000 hommes. Une mesure qui enthousiasme Émile de Kerattry qui y voit l'opportunité de ramener à l'agriculture les bras nécessaires, et de faire des économies, qui accessoirement, seraient utiles pour financer l'instruction primaire gratuite et obligatoire à laquelle avec beaucoup d'autres il est attaché. Les Parisiens qui restent moroses, voire un peu inquiets, ou même carrément énervés par le contexte politique dont on ne sait pas trop comment il va évoluer, se distraient comme ils peuvent. Les érudits qui s'intéressent aux explorations scientifiques commentent cette expédition maritime du Jean Bart, qui vient de rentrer début janvier, et à laquelle a participé ce brillant médecin d'origine brestoise, cet armant corps que l'Académie des sciences avait chargé, 4 mois plus tôt, de rechercher les causes des épidémies et endémies intertropicales, et qui vient de démissionner avec fracas pour entrer dans la vie civile. D'autres, bien plus nombreux, se précipitent au salon pour admirer les peintres en vogue, comme le Nantais Jacques Tissot, ou plutôt James Tissot puisqu'il a décidé d'angliciser son prénom, qui fait fureur avec ses jolies femmes portraiturées dans des scènes inspirées de la vie de tous les jours. L'ensemble laisse ignorer superbement qu'un jeune peintre aixois encore mal connu, un nommé Paul Cézanne, vient une fois encore, de se faire refuser une grande et belle toile par les organisateurs qui visiblement n'apprécient pas ses œuvres. En fait, seuls les initiés le savent. Si ce dernier veut pouvoir continuer à survivre et à peindre, il n'a qu'une solution, faire un troc avec un drôle de bonhomme, un fabricant de couleurs qu'on peut voir courir avec ses boîtes à Argenteuil, à Barbizon, partout où il y a des peintres susceptibles de lui acheter plus ou moins à crédit sa production. Étonnant ce marchand, venu il y a 10 ans de sa Bretagne natale après une carrière de plâtrier et d'employé de la Compagnie de l'Ouest, et qui, pendant que sa femme, elle-même bretonne, tient la loge d'une maison particulière de Montmartre, broie et mélange soigneusement ses matières premières. Ceux qui le connaissent un peu adorent sa politesse tranquille et sa parfaite probité, et gentiment l'appellent le père Tanguy, quand son vrai nom est en fait Julien Tanguy. Et donc, peut-être que le jour où le peintre s'autorisera enfin à stopper la longue période de purgatoire au garde-meuble à laquelle il condamne pour l'instant le portrait de son ami d'enfance Achille Empereur, ce tableau rejeté par les instances officielles finira-t-il là-haut sur la butte chez son marchand de couleurs, emballé bien soigneusement comme beaucoup d'autres dans un vieux numéro du Cri du Peuple, le journal de Jules Valescu. Loin de ses préoccupations picturales, et géographiquement loin de là, le concile qui s'est ouvert au Vatican le 8 décembre précédent et qui réunit plus de 700 évêques et cardinaux dont un bon tiers d'Italiens, discute des erreurs du temps que l'encyclique du Syllabus a précédemment condamnées, et se prépare à actualiser l'héritage du Concile de Trente, le précédent concile qui date de plus de 3 siècles. Le père Gélin de Kersolon, c'est-à-dire donc Jean Loiseau, qui accompagne l'évêque de Rodez, y assiste et alimente son journal de ses commentaires quotidiens. Une nouvelle signature vient d'ailleurs d'apparaître dans la presse, plus exactement dans Le Temps, où un nommé Randall commente vigoureusement les anomalies qu'il a détectées dans les travaux menés autour de la correspondance de Napoléon Ier, tout en reconnaissant qu'il s'agit du document le plus considérable et le plus saisissant qu'on puisse consulter sur l'histoire du Premier Empire. Le pseudonyme est nouveau, et seuls les mieux informés affirment qu'il s'agirait d'un jeune polytechnicien, officier du génie, natif de Saint-Brieuc et sans aucun doute appelé à un brillant avenir, et qu'il s'agirait de ce Louis Rossel, celui-là même récompensé par Jules Trochu. Et puis surtout, en ce début d'année, il y a l'Espagne. Depuis que la reine a été dépossédée de son trône par la coalition militaire, rien n'a été réglé. Un grand vide institutionnel a perduré, car la mise en place d'une régence a affiché que la royauté n'était pas abolie, et même qu'elle était à prendre, malgré d'ailleurs les pressions des républicains qui voudraient bien voir arriver un changement complet de régime. Or, si plusieurs partis royalistes veulent le pouvoir,
aucun ne peut accepter de voir un grand d'Espagne du clan opposé accéder au trône. La solution la plus acceptable semble donc, une fois de plus, devoir venir de l'extérieur, et à Maury en ce sens une option que le pouvoir en place à Madrid est maintenant prêt à accepter. Reste à l'officialiser, et à la faire cautionner par les monarques européens nécessairement concernés par la promotion de l'un de leurs cousins. Et là, quand le 2 juillet, l'ambassadeur de France est officiellement informé que Léopold de Hohenzollern a confirmé sa candidature quelques jours plus tôt, l'entourage de Napoléon III réagit vivement. Car dans cet entourage il y a l'impératrice, Eugénie de Montijo, originaire de la lointaine Grenade et qui est surtout au centre d'un parti belliciste qui rêve d'en découdre avec la Prusse dont la montée en puissance, après ses victoires récentes contre l'Autriche et le Danemark, déplaît et inquiète. Alors, que dire de l'arrivée d'un prince germanique à la place d'Isabelle de Bourbon ? Tous s'en étranglent. Certes, quelques années plus tôt, il y a eu l'intronisation en Grèce d'Othon Ier, le fils du roi de Bavière désigné conjointement pour désigner le pays par la France, la Russie, la Grande-Bretagne réunis dans une conférence de Londres. Mais la Grèce, c'est loin, et surtout c'est un pays qui reste étroitement contrôlé par une tutelle à laquelle la France participe. L'Espagne est toute proche et n'a pas cette tutelle. Et puis, comment ne pas se rappeler avec quelques frissons la puissance d'un Charles Quint, fils d'un archiduc autrichien et d'une reine de Castille, qui, présent sur toutes les frontières de France, s'est si souvent et violemment affronté avec François Ier ou Henri II ? Bien sûr, les temps ont changé, mais quand même, ce Léopold est un Habsbourg. Il est allemand. Cela sent la poudre. Conscient de ce que représente une mobilisation générale, le ministère de l'Intérieur consulte ses préfets. Dans le Finistère, les Côtes du Nord et le Morbihan, les réponses sont unanimes et même basiques. Les populations aiment et préfèrent la paix, mais s'il faut se battre, elles suivront. Celui de Loire-Inférieure reconnaît qu'une fraction importante de la ville de Nantes est intéressée au maintien de la paix, et opposée à la guerre, mais affirme que les mêmes suivront vaillamment, si les éventualités extrêmes la rendent nécessaire. Seul celui d'Ille-et-Vilaine, tout en affirmant en conclusion que l'opinion suivra aussi, se permet un message plus politique et somme toute fort courageux pour un fonctionnaire d'autorité. Personne ne désire la guerre, dût-elle être la dérivation du grand malaise social qui travaille le pays. Et c'est ainsi qu'en cet été 1870, tout est en place pour qu'une dangereuse étincelle jaillisse entre une France trop sûre d'elle-même et une Prusse expansionniste qui veut conforter son emprise sur tous les royaumes ou duchés héritiers culturels et historiques du Saint-Empire romain germanique. Et cette étincelle va surgir très vite. Les faits sont connus. Trop d'insistance blessante de Napoléon III pour voir Guillaume Ier confirmer par écrit sa parole d'honneur de retirer cette candidature, comme si cette parole verbale n'avait pas de valeur venant du roi de Prusse. Trop de duplicité de Bismarck, ravi de son copier-coller réducteur, rendant insultant le texte final de cette réponse si imprudemment et si arrogamment exigée par celui qui devient alors, et aux yeux de tous, l'agresseur. Le 13 juillet 1870, la dépêche d'M initialise le conflit franco-prussien qui couve depuis longtemps et que de part et d'autre, certains préparent tenacement. Le 14 juillet, la France mobilise. Le 15, toute l'Allemagne le décide à son tour, tandis qu'à Paris, à la tribune de l'Assemblée nationale, Adolphe Thiers s'insurge devant la volonté de ceux qui veulent la guerre et le fatalisme de ceux qui ne savent s'y opposer. Le surlendemain, un décret appelle à l'activité la classe 70 de la Garde nationale mobile. Et enfin, le 19, la déclaration de guerre française est officiellement notifiée à la Prusse. Dans 2 mois, Ernest Renan résumera d'une phrase la dramatique incompréhension réciproque de cette folle période entre les deux pays. Le grand malheur du monde est que la France ne comprend pas l'Allemagne et que l'Allemagne ne comprend pas la France. 11 En attendant, dans le testament qu'il rédige en sachant que son grade peut l'amener au danger et à la mort, et chargeant un conseil de famille d'en assurer la publication s'il venait à disparaître, Jules Trochu écrit tristement que, à l'égard de la guerre qui va commencer, je déclare ici qu'elle me donne de graves inquiétudes, et exprime sa réprobation sur ce conflit injustifié qui va faire ressurgir, à travers une condamnation morale européenne, les haines ardentes, originaires du Premier Empire que le temps avait apaisées. Tous les éléments sont en place pour ce drame qui va ensevelir sous ses décombres l'Empire français, créant et ensemençant le terrain propice au soulèvement populaire de la Commune de Paris.
La marche au désastre militaire, impressionnante, inéluctable, implacable, peut commencer, préparation dramatique à la guerre civile. À lettre de mars 1871, adressée par l'écrivain costarmoricain à Henri Guédot, le fondateur de la revue celtique. B. La traduction française du Capital arrivera à partir de 1872 sous forme de fascicule. C'est Marie-Yvonne Abraham, 20 ans, tailleuse pour hommes. Mariage célébré à Brest le 18 juin 1861. Dès l'acte de naissance de l'intéressé est rédigé, Nathalie Duval. Par contre, dès son mariage en 1845, elle se fait identifier sous le prénom de Nathalie qu'il est donc logique de privilégier désormais. Guillaume Lemel, le père de Jérôme, commis d'entrepreneur civil, était mort en Guyane en 1824 dans des conditions non élucidées. F. Le lycée Napoléon et le lycée Henri IV, aujourd'hui. G. Le mari de Madame Récamier, avait été le banquier du père de Charles Baillet. H. Le rappel, sera en fait créé le 4 mai 1869. I. La femme devenue ouvrière n'est plus une femme. Dans un ménage d'ouvriers, le père et la mère sont absents chacun de leur côté 14 heures par jour, voilà la famille telle que les manufactures nous l'ont faite. J. Il est aussi celui qui déposa, le 22 février 1847, le projet de loi instituant la taxe unique nationale de 20 centimes pour le transport du courrier. Adopté l'année suivante, ce fut le point de départ de la création du timbre-poste et de son emploi généralisé. K. Charles Baillet avait épousé Charlotte Levavasseur le 14 décembre 1833. Référence de l'œuvre de Fernando Sor, opus 59. Un disque existe, enregistré en 1981. Médiathèque musicale de Paris, H 21 488. Ces collections sont aujourd'hui au musée de l'Armée. M. Le Réveil a été créé le 2 juillet de l'année passée, 1868, par Charles Delécluze. N. Adolphe Niel. O. Sachant qu'il existe aussi une garde nationale sédentaire, composée d'hommes plus âgés, affectés sur leur lieu de résidence. P. Victor Henry, marquis de Rochefort-Lucet, dit Henri Rochefort. C'est Gustave Flourens qui tente d'entraîner la foule. Q. Lors de la vente organisée après le décès de Julien Tanguy, le principal acheteur des toiles de Cézanne sera Ambroise Vollard, marchand de tableaux en début de renommée et de fortune, installé rue Laffitte. L'Empire foudroyé. Au soleil des illusions. Une déclaration de guerre est une chose très sérieuse et qui nécessite l'application immédiate de décisions mûrement réfléchies et préparées de longue date. Pourtant, une fois le conflit déclaré en cette année 1870, tout est illusion dans le comportement français. Illusion de la cause juste. Illusion du soutien diplomatique ou militaire venant d'alliés qui n'en sont pas. Illusion dans la capacité à mobiliser et à manœuvrer efficacement les troupes. Illusion dans l'état de préparation de l'armée pour laquelle le ministre de la Guerre, dans la lignée des déclarations de son prédécesseur, lance cette phrase tristement célèbre où il affirme qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. Alors que les réformes dont il a hérité n'ont pas encore donné leur pleine mesure et qu'il y en a tant d'autres à faire, à illusion dans le savoir-faire des généraux qui n'ont pas l'âme et l'expérience des 3 chefs d'armée prussiens, le Kronprinz, son cousin Frédéric Charles et le vieux Briscard Steinmetz. Illusion du parti de la guerre, qui entoure l'impératrice et qui y voit l'opportunité de marginaliser les divers opposants politiques, contraints au silence et à la solidarité devant le danger extérieur. Illusion enfin d'un Napoléon III, vieillissant, malade, et dont les trop nombreux conseillers ne peuvent rivaliser avec les 2 grands professionnels prussiens, Otto von Bismarck et Helmut von Moltke, qui chacun dans son domaine assiste efficacement un roi en pleine possession de ses moyens et qui sait précisément ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et toutes ces illusions sont contagieuses. À Saint-Cyr, pendant l'exercice du 17 juillet, quand le capitaine instructeur rennais Georges Boulanger commande officier en avant à la promotion suée dont les élèves viennent d'être promus sous-lieutenant, ceux-ci se sentent irrésistiblement emportés d'un enthousiasme guerrier et conquérant, rêvant de le suivre au combat et à la victoire. Encore aucun d'entre eux n'a-t-il lu le Paris Journal du jour dont l'aveuglement patriotique le dispute à la sottise éditoriale,
nous voyons sur pied 1 500 000 hommes. Nous sommes nous-mêmes, effrayés d'une pareille force et de la terrible action qu'auraient 3 corps d'invasion, si facilement formés dans une masse aussi considérable. Que deviendraient Danzig, Königsberg, Stralsund ? Les 880 000 hommes d'effectifs de parade annoncés par la Prusse sont un bien joli chiffre. Mais l'élément bavarois, hanovrien et saxon, loin d'avoir l'homogénéité de notre armée, est d'un attachement douteux. 12. Armand Gouzien lui-même n'échappe pas à cette vision irréaliste de la situation véritable des forces armées en présence. Dans une lettre qu'il envoie à son ami Victor Hugo en remerciement de l'un de ses ouvrages que le poète vient de lui faire porter, il écrit comme une plaisanterie : « Cher et bien-aimé maître. En rentrant de ma journée d'hôpital, je trouve le précieux livre. Demain nous nous mettons en route et peut-être, si les lignes prussiennes sont forcées, suivrai-je l'armée de Drouet là-bas. Le livre sera dans ma poche. Et s'il faut camper, on le lira en famille. » Une réflexion à peine plus élaborée que ces cris qu'entend en quittant la gare de Rennes le sergent des mobiles d'Ille-et-Vilaine, Jean-Baptiste Mazer. Les voyageurs pour Berlin en voiture. 13. Que dire de plus face à tant d'inconscience ? Sinon que les contradicteurs doivent rester prudents. Car ceux qui s'expriment trop risquent des ennuis, tel l'entrepreneur républicain Edgar Le Bastard, bientôt conseiller municipal et futur maire de Rennes, qui, le 8 août, protestant dans la rue contre les cris « Vive l'empereur !» et « Vive l'impératrice !» des passants qui viennent de lire une proclamation venue des Tuileries se fait houspiller et arrêter 14. Ils sont malgré tout quelques-uns à rester plus objectifs. La romancière briochine Zénaïde Fleuriot, la grande prêtresse des bibliothèques roses et bleues, rentrant de Quimperlé où elle a respiré pendant 2 grands mois l'air vivifiant qui a passé sur les vagues, sur les sapinières, sur les haies fleuries, voit son train faire un arrêt dans une gare du Morbihan. Et là, devant le spectacle des conscrits qui dansent un élégant passe-pied avant de rejoindre leur wagon à bestiaux et de monter au front, celle que ses amis appellent la bruyère de Bretagne, ne se fait aucune illusion sur ce que sonne réellement le biniou qui donne la cadence. Hélas, ce n'est pas la danse qu'il convie, c'est au combat. Au combat, certes. Mais pas immédiatement. La mobilisation lancée, la guerre commence par une première phase où c'est l'empereur qui commande en chef les 2 armées placées sous les ordres l'une de MacMahon et l'autre de Bazaine, tandis que la régence est confiée à l'impératrice. Mais alors qu'ils sont les premiers à rejoindre la frontière, les Français ne tirent aucun avantage de cette situation à la grande surprise de l'adversaire qui a le temps de dérouler le plan prévu depuis longtemps par ses services et de rassembler efficacement ses troupes. Car ces régiments français, déjà arrivés sur ce qui va devenir les premiers lieux de combat, sont loin d'être au complet. Il leur manque beaucoup d'hommes, en particulier les réservistes censés les rejoindre directement au front, et dont les conditions de transport et d'acheminement sont assez peu efficaces alors qu'en face les regroupements d'unités se font au plus près des lieux de mobilisation, les chemins de fer assurant ensuite l'acheminement organisé de ces unités bien constituées. La logistique est clairement allemande. Malgré cette marche à l'affrontement armé, la haine n'éclate pas pour autant de part et d'autre. Villiers de l'Isle-Adam, qui par un incroyable hasard fait à ce moment-là du tourisme en Bavière, n'y ressent pas une franche hostilité à son égard. Il a même l'occasion, affirmera-t-il plus tard, d'entendre jouer la Marseillaise au Café national de Munich, et on applaudit sans soulever de rumeurs. Prudent néanmoins, il prend aussi vite que possible la direction de la frontière avec une courte étape à Augsbourg où il assiste depuis son hôtel à des exercices à la cible, en se disant « Parmi ceux qui tirent à quelques centaines de mètres de ma fenêtre, il y en a peut-être qui me tueront mes amis avant un mois. » 15. Et donc les Français attendent. Au point que le 1er août, le soldat Yves-Charles Cantel, venu de la ferme paternelle de Lambézélec près de Brest et qui campe en Lorraine dans les rangs du 67e régiment d'infanterie de ligne, peut écrire à ses parents, tranquillement couchés dans une jachère sous un magnifique soleil d'été. Et dans cette lettre où il leur explique que tout se passe on ne peut mieux, il peut préciser que seuls ses camarades qui assurent la garde trouvent à se distraire en faisant mouche sur les quelques Prussiens qu'ils aperçoivent, et qui ignorent encore la portée exceptionnelle et redoutable des fusils français 16. Il serait en fait difficile aux généraux français de se lancer en avant sur le territoire ennemi, quand ils n'ont même pas les documents nécessaires pour assurer le contrôle géographique de leur propre pays,
aucune carte de quelque nature que ce soit ne faisant partie de leur équipement. Une lourde défaillance des services de l'homme au bouton de guêtre, qui va rester tristement durable puisque lorsque le commandant du fort de Rosny prendra son poste le 9 septembre, l'une de ses premières consignes sera d'envoyer chercher des cartes de la région entourant sa position non pas à l'intendance, mais chez le libraire Artus Bertrand au quartier latin. Et la marine n'est pas mieux lotie qui fait partir en urgence, le 27 juillet, une dépêche expliquant. La majorité à Brest est dépourvue des cartes mer du Nord et Baltique. Il en faudrait 11 séries à l'escadre actuelle, parce que l'amiral Édouard Bouët-Vuillaumet, le Brestois qui commande l'escadre en route pour affronter la flotte ennemie, vient de s'apercevoir, au large des côtes danoises, qu'il lui manque ces cartes d'autant plus nécessaires que ces navires ont un grand tirant d'eau. Cette marine, qui dispose de 339 bâtiments, dont 45 cuirassés quand l'Allemagne en a 5, manque de cartes. On croit rêver 17. Les actions individuelles. À Paris, Jules Trochu est un des rares hommes restés à l'état-major à s'agiter, réclamant un commandement opérationnel, aussi modeste soit-il par rapport à son grade. Il piaffe d'autant plus qu'il ne reçoit aucune affectation sérieuse, la rancune de ses pairs par rapport à son fameux pamphlet de 1867 n'étant visiblement pas éteinte. Sa mise à l'écart en est au point que, l'espace d'un instant, il a en main un ordre lui enjoignant de rejoindre les Pyrénées où l'attendrait la responsabilité d'un corps d'observation à la frontière espagnole, comme si ce pays était en situation de déclarer la guerre à la France. Et c'est seulement le 18 juillet qu'une proposition d'action lui est offerte, qui n'émane même pas du ministère. Elle vient du prince Napoléon, le fils cadet de Jérôme, frère de Napoléon Ier, qui, songeant à organiser une opération de débarquement au Danemark d'un corps expéditionnaire destiné à prendre les Prussiens à revers, cherche un commandant en chef. Malheureusement, ce projet, intéressant sur le papier, car développant une réelle menace sur les arrières de l'ennemi, est utopique. Là encore, rien n'est prêt au plan militaire. Et rien n'est prêt au plan diplomatique avec des Danois, qui, s'ils ont un compte à régler avec la Prusse suite à leur écrasement de 1864, ne peuvent déclarer à celle-ci une nouvelle guerre sans s'être assurés de fortes garanties de succès. Et comme de plus, en France, le ministre de la Guerre et celui de la Marine s'y opposent, l'idée n'avance pas et Jules Trochu reste sans emploi. Et le contre-amiral Alphonse Fleuriot de Langle, un autre Finistérien qui s'est battu courageusement à Alger en 1830 et à Sébastopol en 1855, n'est pas mieux loti. Il se retrouve à la commission des phares, alors qu'il se démène tant qu'il peut pour obtenir un commandement opérationnel à la mer 18. Ces deux destins se rejoindront malgré tout bientôt puisque 2 jours avant de disparaître, le ministre de la Marine du gouvernement d'Émile Ollivier écrira au contre-amiral qu'il le met à disposition du tout nouveau gouverneur de Paris, Jules Trochu, pour commander un des secteurs de l'enceinte de la capitale. Alors, en attendant, confronté à cette inutilité qu'on lui impose, effrayé par le brouhaha de ce qu'il appelle les agitations guerrières de la rue, où des irresponsables chantent la Marseillaise à gorge déployée et crient à tue-tête, à Berlin, Jules Trochu termine la rédaction de son testament. Et dans un pessimisme visionnaire, il conclut « Je veux espérer qu'après une première bataille gagnée, cette situation s'éclaircira en donnant ouverture à quelque honorable situation qui permettra au gouvernement de sortir et de nous tirer de l'impasse où il nous a engagés. Sinon l'Empire va périr dans cette crise et notre chère France en sera profondément meurtrie. Dieu la sauve. » Hélas, la première bataille gagnée ne va jamais venir. Ni celle de l'empereur, ni la sienne. Et Dieu ne sera pas au rendez-vous. Tout ceci n'empêche pas certains vieux militaires de se sentir l'âme lyrique. Vétérans africains sous notre ancien drapeau. À mes vieux compagnons je souhaite la gloire. À nos vaillants guerriers la plus belle victoire. À nos jeunes conscrits prompt retour au hameau. Écrit dans une ode pleine d'enthousiasme, le vieil Adolphe de Taubriand, qui se souvient de son passé d'officier victorieux pendant l'expédition d'Espagne en 1823, ou lors de la prise d'Alger en juillet 1830 et qui rêve de reprendre du service B. Heureusement la plupart des responsables sont plus réalistes, plus conscients de ce que dans une guerre quelle qu'elle soit, il y a des risques de blessures et de mort, et qu'elle ne peut être une tranquille promenade dans une campagne ensoleillée où les moissons tarderaient seulement à être coupées et engrangées. Alors non seulement on bat le rappel des combattants mobilisables,
mais aussi des personnels des services de santé. Et le médecin landivisien Alexandre Mahé de la Villeglay quitte l'asile d'aliénés d'Aix-en-Provence, où il exerce depuis qu'il a quitté la marine 2 ans plus tôt, pour prendre son poste sur la Seine, l'une des canonnières chargées de défendre la capitale. Et les civils aussi s'y mettent. Dès le 21, les élus briochins apportent leur soutien au moral des troupes. Le conseil municipal tient l'honneur dans sa séance d'installation d'exprimer à l'armée française toute sa reconnaissance et toute son admiration. Le lendemain, le maire de Quintin ouvre une liste pour les dons faits en faveur des soldats de terre et de mer blessés à la guerre qui éclate entre la France et la Prusse. Celui de Brest fait placarder des affiches appelant à la même solidarité, ainsi qu'avec les familles. À Dinan, les dames de la ville, françaises et britanniques confondues, font une quête fructueuse pour collecter de l'argent et du linge. Il en est de même à Saint-Malo et Saint-Servant, où réside une importante colonie de demi-soldes anglais venus chercher là avec leur famille une vie plus facile. À Paris, Auguste de Gourcuff, le fils de celui qui a lancé et porté pendant 40 ans le développement des assurances générales, directeur de la branche incendie du groupe, fait adopter par son conseil d'administration la décision qui alloue 5 000 francs pris sur le fonds des actes de bienfaisance à la Société internationale de secours aux blessés C, et sur la côte du Pacifique, parmi les Français de Californie, une organisation de soutien se met en place, dont L'. Un des membres pose sur la table un chèque de 2 500 francs destiné au premier soldat français, qui prendra un drapeau prussien sur le champ de bataille 19. Enfin, dans les villes ayant des hôpitaux, le corps médical se prépare à recevoir, plus ou moins bien, tous ces hommes que les combats vont rejeter. Et le chirurgien en chef de Saint-Brieuc, François-Marie Grosvalet, ne peut imaginer déjà que dans 18 mois, lorsque sonnera l'heure des récompenses, Alexandre Gley-Bizouin le recommandera à son ami Jules Simon pour une Légion d'honneur, d'une phrase peut-être moins amusée qu'il n'y paraîtra. A donné des soins pendant la guerre à des centaines de blessés, sans en avoir tué ni estropié un seul. Une remarque à rapprocher des statistiques que fera à la fin du conflit la Société française de secours aux blessés militaires. Sur 2616 blessés accueillis dans ces 3 ambulances parisiennes, 379 seront morts dont 135 dans les 4 premiers jours de leur arrivée. 20. Malgré tout, la vie continue en apparence dans la Bretagne profonde comme si de rien n'était. Tous ceux qui ne sont pas sous les drapeaux travaillent comme à l'accoutumée, qu'ils soient paysans, artisans, commerçants. Seuls certains industriels voient leurs activités impactées par les effets secondaires du conflit, souvent positifs pour eux. À Landerneau, la société linière du Finistère s'oriente vers la fourniture de toiles pour les tentes et les havresacs, activité qui contribuera à la présentation de résultats juteux au bilan du 30 juin 1871. Dès à Nantes, Métivier Cornillet et Sperluette Compagnie accélère sa production de chaussures. À Saint-Brieuc, Josse Chambry, fils, approche le préfet pour voir comment se reconvertir en fournisseur de l'armée car son activité de trousseau, layette et corbeille de mariage risque d'entrer dans une période bien noire faute de clientèle. Ces offres de proximité n'empêchent pas Claude Séanlé, du 24 rue du Sentier à Paris, de mener eux aussi leur propre prospection dans la région. À Nantes encore, la très importante entreprise métallurgique de Jean-Simon Vauru abandonne la fabrication de matériel de chemin de fer et de machines-outils dont toutes les sociétés utilisatrices potentielles sont en sommeil, et ne se consacre plus qu'à la production de canons. Ici et là, les papeteries se focalisent sur la fabrication du papier huilé nécessaire au montage des cartouches, activité si cruciale pour le service des chassepots que c'est Émile de Kératry lui-même qui plaide pour qu'Albert Andrieux, le fils aîné du patron de l'imprimerie de Glaceland à Pleyber-Christ, ne rejoigne pas les rangs de la garde nationale où servent déjà ses 2 frères. Et les ouvrières de la manufacture des tabacs de Morlaix, ces femmes que là-bas on appelle les butinières, se reconvertissent à la fabrication des cartouches à partir de ces mêmes papiers 21. De leur côté, les magistrats continuent à siéger imperturbablement. Et le 23 juillet, les adhérents brestois de l'Internationale sont à leur tour condamnés comme l'ont été quelques jours plus tôt leurs amis parisiens. Avec cependant une différence significative puisque les peines dont ils écopent sont légères. Simple effet de distance par rapport aux enjeux plus médiatiques de la capitale, ou mansuétude voulue pour ne pas exciter davantage les opposants dans une période de guerre où il faut rassembler ? Un peu des deux sans doute,
puisque dans le même temps la peine prononcée en avril contre Jean-Louis Pindy est ramenée de 1 an à 6 mois. Il est vrai que le temps n'est plus pour l'instant à une opposition forcenée au gouvernement en place qui semble avoir durablement les mains libres. Ainsi que l'écrit Jules Simon à l'un de ses correspondants, libraire à Quimper. La gauche a voté les hommes et l'argent, elle a conseillé partout de ne songer qu'à la défense nationale. Elle est en ce moment congédiée comme la Chambre, et ses membres en sont réduits à leur action individuelle. 22. Puis tout à coup, le temps s'accélère. Le 2 août, les hostilités commencent vraiment. Une simple escarmouche autour de Sarrebruck, initialement plutôt favorable, devient une première défaite française puisque le général Frossard se replie sur Forbach sans avoir vraiment combattu dans ce qui aurait pu et dû être une offensive victorieuse et utile, couronnée par une pénétration sinon profonde, mais à tout le moins encourageante en territoire ennemi. Heureusement, un officier breton, Henri Desgrès du Loup, à la tête de son escadron de dragons et appuyé d'une compagnie du génie, protège sa fuite et lui permet de se retirer sans trop de pertes. 2 jours plus tard, c'est l'affrontement à Wissembourg, petite ville frontière alsacienne. Les Français se battent courageusement, comme le général qui commande l'action et qui est tué, ou plus modestement comme le sergent dinanais Charles Gombaud du 2e régiment de tirailleurs algériens, ceux qu'on appelle les Turcos. Mais il faut quand même abandonner la ville à l'ennemi. Et le 6 août, c'est Freuchwiller et le drame des cuirassiers français chargeant courageusement et inutilement sous la mitraille impitoyable de l'artillerie prussienne, piégés dans les treilles et les houblonnières des coteaux de Réchauffin pendant qu'au même moment Frossard, encore lui, est en échec à Spicherun, son avant-poste devant Forbach. Ensuite, c'est, sur ordre de Napoléon III, le repli de MacMahon vers Chalon-sur-Marne, où disent les communiqués officiels, s'organise de grandes forces. Mais un repli qui laisse liberté totale de manœuvre au Kronprinz pour franchir tranquillement les Vosges, aucune action de destruction sérieuse d'infrastructures routières ou ferroviaires n'ayant été menée pour ralentir sa progression. L'optimisme excessif des premiers jours évolue désormais vers plus de réalisme. Prudemment, différents décrets impériaux précisent que la Garde nationale de Paris prend en charge la défense de la capitale et la mise en état des fortifications, tandis que dans le reste de la France il mobilise les classes 1865 et 1866 dans la garde mobile dont, désormais, les bataillons peuvent être appelés à intégrer l'armée d'active. Puis le 9 août, le ministère Émile Ollivier démissionne devant la colère populaire qui commence à gronder, stimulé et encouragé par les amis de Jean-Louis Pindy et de Nathalie Lemel, qui ne contrôlent cependant pas encore parfaitement des réactions individuelles, pour un instant encore trop spontanées. Et ce ministre qui a tenu 7 mois, seulement 7 mois, ce ministre des dernières prières, suivant l'expression du journaliste breton Léon Séché, laisse la place à un vieux général de 74 ans, Charles Cousin Montauban, comte de Palicao, vite dépassé. La situation est visiblement plus grave que prévu, et certains responsables commencent à s'agiter à défaut d'agir. Les journaux qui augmentent par trop la pression médiatique sont interdits, comme Le Siècle, La Cloche, ou Le Rappel, qui voit son rédacteur Yves Guyot arrêté. Le lendemain de la désignation du nouveau ministère, une loi appelle sous les drapeaux les hommes entre 25 et 35 ans, n'ayant pas d'enfants à charge et ne faisant pas déjà partie de la garde mobile. Et le ministre de la Marine fait monter sur la capitale tous les hommes dont il dispose de ci de là, et en confie le commandement au vice-amiral Laroncière, le Nourri, qui appelle auprès de lui comme chef d'état-major le capitaine de vaisseau le Normand de Kergrist, un breton qui signe d'un prénom celtique venu de son ascendance maternelle britannique, Kirkland. Entre ce moment et le retour à leur base, la paix revenue, ce sont près de 29 000 hommes de tous grades, officiers, ingénieurs, officiers mariniers, matelots de toutes spécialités, soit près d'un tiers des effectifs embarqués qui vont se battre à terre tant à Paris qu'en province. Et beaucoup d'entre eux seront bretons, qui s'appelleront Jean-Marie Pouliquin, Noël Hénaf, Frédéric-Marie Kerbeuf, et qui accrocheront sur leur vareuse une médaille militaire. Ou encore le médecin Jean-Baptiste Mahé, qui accédera au ruban rouge de la Légion d'honneur pour sa conduite à l'ambulance du ministère de la Marine sur la place de la Concorde. Un nom qui ressurgira malgré lui à la lumière de feu du mois de mai. Malheureusement, ils seront aussi nombreux parmi ceux qui ne repartiront jamais vers leur port d'attache professionnel ou familial 23. Le nouveau commandant ne transige pas. Dès son arrivée,
Toute la division est mise en condition par un ordre de service au premier article très explicite. Les forts seront tenus comme des vaisseaux. Par conséquent, chacun arrivera avec son pactage, et tout devra fonctionner comme en mer. Les officiers resteront à bord et en tenue, au contraire de l'armée de terre où trop souvent ils ne connaissent pas leurs hommes. Ils y prendront leur repas et y dormiront, à la seule exception de Romainville jugé trop petit. Ils seront là, à Bicêtre, à Noisy, à Issy et ailleurs, tout comme sur un brick à l'ancre dans la rade, dira François Copéeux, et pour bien imposer que le mode de gestion du personnel ne change pas, un centre administratif dénommé le Louis XIV, par assimilation avec le navire-école des canonniers de Toulon maintenant vidé de son équipement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.